Vamos. Chers amis, hein, c'est un plaisir de vous retrouver, n'est-ce pas? Et même si les têtes ont un peu changé, puis j'ironisais sur le fait de pousser les murs. Bientôt, il va falloir le faire, là, si on commence à venir à dépasser la quinzaine. J'ai pas un salon immense, hein, pour le coup. Donc comme vous êtes bien installés, je vais enfin pouvoir étaler ma science. Donc le sujet d'aujourd'hui est pour un humanisme helléno-chrétien. Il faut rendre grâce ici, pour moi en tout cas, à cet écrit de Paris, rédigé par David Wesser, qui, si la culture classique en général me plaisait, au moins ça m'a permis de prendre conscience de son importance d'autant plus, donner envie de pousser le sujet aussi d'autant plus, même si c'était peut-être en puissance chez moi ou en partie. Au moins là c'est en acte, j'ai un tas de livres, je les ai bien dévorés, quoique pas tous, j'ai encore du boulot, mais voilà, ça avance. Donc je vous somme et vous assomme de le lire. Il y a de moult références dedans, il y en aura aussi dans ma conférence, elles seront un peu mêlées d'ailleurs, avec Saint Basile de Césarée, Dante Alighieri, Léon Daudet, Paul Valéry, Eugenio Garin et Werner Jaeger. Je vais les présenter brièvement, de toute façon des fois que vous ne connaissez pas. Avant d'embrayer, comme il est de bon ton, hein, c'est à la mode de définir ce que l'on est, je me présente, Florian Rouanet, mâle blanc cisgenre, hein, n'est-ce pas? Également catholique et français, donc en effet je suis un oppresseur, hein, là c'est le niveau de l'oppression ultime, n'est-ce pas? Mais je vais essayer de m'excuser toutes les 5 minutes, hein. Non, je déconne. En introduction, le thème peut paraître hermétique, dit comme ça, surtout quand il y a des termes techniques, mais l'important c'est que je simplifie les choses, hein. Je suis toujours monsieur vulgarisation, donc en soi n'ayez crainte, ça va pas être ultra compliqué. Même si ça fait un peu sujet universitaire assez lourd, surtout quand on parle beaucoup d'histoire, de philosophie, etc. Ça va être le schéma un peu contraire, un peu à l'ancienne conférence où j'avais parlé d'abord d'histoire et ensuite de philosophie. Et un petit peu d'histoire et beaucoup de philosophie, là ça va être plutôt l'inverse. Je sais que les thèmes de philo, comme c'est sociaux, etc., on parle des hommes, de la société, des trucs, au moins ça fait moins peur aux gens, ça choque moins. Moins peur en tout cas que l'histoire qui fait plus pour les passionnés, etc. Donc, thème philosophique, humanisme politique, concret, réaliste, chrétien. Ça va m'être plus propre d'ailleurs cette partie. Et la deuxième, donc c'est par rapport à l'histoire, évidemment on va voir l'Antiquité, donc les humanités gréco-latines, la christianisation ensuite, derrière, et comment a traité cette christianisation, et également l'époque médiévale, ces documents qui précédaient. Je parlais des petites renaissances aussi, c'est pas un abus d'employer ce langage, il y a eu celle sous Charlemagne, sous saint Thomas d'Aquin, et ensuite la Renaissance italienne évidemment qui est bien plus connue, jusqu'à notre époque contemporaine évidemment avec la littérature des pays néo-latins, la littérature francophone, etc., l'hellénisme allemand. Donc voilà, pour aujourd'hui, je suis Jean-Michel historien et Jean-Michel philosophe, mais comme toujours, je vais vulgariser. Je vous donne une petite citation pour commencer, qui va poser un peu les jalons de cette conférence d'ailleurs. Elle vient de sa sainteté le pape Pie XII, dans un message du 21 avril 1948. Il disait « L'Occident doit sa culture naturelle à l'hellénisme, il doit sa culture spirituelle au christianisme. C'est d'abord sur cette culture, dont l'hellénisme est la racine, qu'est venue se greffer la religion chrétienne. » Et ce discours était d'ailleurs conditionné par le jour d'avant où il avait reçu en fait des journalistes grecs. Donc c'est pour ça qu'il en parlait. Dedans, il disait que le christianisme avait vocation à purifier toutes les cultures. Il porte un message universel et surnaturel, évidemment. Mais d'un autre côté, il avait dit aussi, je cite, en concluant, selon le sens du véritable et saint humanisme. Donc Pie XII dit qu'il peut y en avoir un tout à fait honorable, si vous voulez. Saint, S-A-I-N, évidemment, hein, pas au sens religieux. Une partie philosophique. Je plaidais en faveur d'une sorte d'humanisme catholique, si vous préférez. Alors au titre, on peut se dire, ça y est, l'autre, Rouanet, c'est devenu un gauchiste, agnostique, ou je sais pas quoi, là, il nous parle d'humanité, on n'a rien à cirer, parle-nous des jeunesses hitlériennes, tout ça, des judéo-extraterrestres, etc. Mais non, c'est un sujet très important. Dans mes quelques échanges avec le Père Chazal, je sais que c'est le genre de thème qui l'intéresse, notamment le Christ roi qui règne sur la société, etc. Il m'avait dit que pour lui, humanisme était un terme trop usé jusqu'à la corde par nos ennemis, que certes nous étions nous les véritables humanistes, mais il fallait peut-être éviter d'employer le mot pour éviter l'ambiguïté justement. Donc je comprends cette crainte légitime, c'est vrai, mais d'un autre côté je trouve qu'il y a une forme d'abdication, de laisser le bagage à l'ennemi.
Donc il est sans doute important d'éviter les imprécisions, de redéfinir les choses, ensuite on s'y tient, comme ça au moins c'est clair. Donc pourquoi le christianisme est un vrai humanisme? Déjà en théologie on pourrait dire, même théologie naturelle, il considère l'homme comme la créature la plus parfaite de la création, notamment en ce qu'il peut librement honorer son Dieu. Donc voilà, désolé, c'est pas le cas des animaux, des végétaux, donc là aussi, petite discrimination antispéciste, anti-vegan, etc. Également, le sujet ici, c'est évidemment la nature humaine, hein, surtout qu'on parle de philosophie, et là, la doctrine sociale de l'Église a toujours été très essentialiste. Hein. On donne une définition générale, comme ça, au moins ça établit les choses, plus que constructiviste, comme les communistes, etc., même si ça a une certaine réalité derrière. Hein. Et évidemment, elle ne va pas défendre la nature humaine dans ce qu'il y a là de pécamineux, c'est encore autre chose. Mais sinon, il y a des choses non pécamineuses dans la nature humaine qui ne posent pas de problème. C'est en quelque sorte un anthropocentrisme, la loi centrée sur les hommes, mais compris dans l'ordre divin. Donc soyons humanistes dans ce sens, réelle notion de la nature humaine, l'ordre du monde, etc., et sur lesquelles les vérités suprêmes naturelles vont se greffer, puisque de toute manière, Dieu est l'auteur absolu de cette même nature. Comme disait Louis Junier, d'ailleurs, les idées n'ont de légitimité qu'en ce qu'elles sont vraies. Et d'ailleurs, pour connaître un peu la droite catholique, en somme, une vraie droite catholique, ça serait ça, ce mode de pensée avec Gustave Thibon, Frédéric Leplay et tous les contre-révolutionnaires du genre. Je vous invite vraiment à pousser si vous aimez ce genre de pensée réactionnaire, entre guillemets, dont notamment Davila fait partie, même si c'est côté hispanique colombien, n'est-ce pas? L'humanisme aussi est un bon moyen d'entente diplomatique parce qu'il parle un langage universel. Et on peut reconnaître là dans le discours du père Domlou, qui était un père bénédictin d'un côté, et également un patriote chinois, l'un n'empêche pas l'autre, et confucéen d'ailleurs, parce qu'il disait voilà, que Confucius, l'air de rien, avait des très bonnes réflexions sur la nature humaine, la société, des réflexions philosophiques extérieures. Et d'un autre côté, il acceptait la vérité universelle qu'est le christianisme. Il concluait dans son ouvrage donc quasi unique et essentiel, de toute façon, Souvenirs et pensées, d'ailleurs de Confucius au Christ. Donc, d'ailleurs, sa thèse, c'était un peu de dire que si les Occidentaux s'intéressaient à la production culturelle des Chinois, et qu'ils la traduisaient, et qu'ils proposaient en réaction leur culture avec la chrétienté dans le bagage, évidemment, on arriverait sans doute à convertir la Chine, et même par voie de réaction, selon lui, le continent asiatique tout entier, quoi. Et lui, il concluait donc un petit passage que je vous cite, il disait « La Chine et l'Occident, tous deux humanistes, Confucianisme et le christianisme, pourraient-ils encore remettre de se rencontrer ?» Ça va aussi avec le thème ethnarchique d'une des précédentes conférences, la fin d'année dernière, où je parlais des principes de la société internationale. Ça rentre aussi dans le cadre qui permettait donc aux petites et aux grandes nations de cohabiter, en sachant que si on ne met pas de règles internationales, c'est évident que les petits vont se faire écraser, un peu comme le Tibet face à la Chine actuellement, quoi. Également, même côté occitan, pan-germaniste, les types un peu régionalistes, il y a un titre d'ouvrage qui rentre dans le thème, il disait « Vers un nationalisme humaniste ». Je ne dis pas qu'il faut partager toutes ces thèses, mais dans l'ethnisme, c'est un principe un peu repris des Allemands, ethnité, Volkstum, c'est autre chose que le Volkisch, hein. Là c'est moins racial, c'est plus linguistique et culturel. Eh bien, on peut là aussi définir, je veux dire scientifiquement, des frontières linguistiques, des peuplades, etc. Donc ça a aussi son importance. Après, bon, il y a des particularités qui leur sont propres. D'ailleurs, celui qui avait bien identifié ça, c'était un Suisse. Comme la Suisse est assez triple, là, avec la culture un peu langue italienne, langue allemande et langue française au sein du même pays, ils ont plus souvent connaissance de ces trucs-là. Donc dans son cours de linguistique générale, Ferdinand de Saussure, il reprenait ces thématiques du genre. Et ce véritable universalisme, donc, qui reconnaît le fait que à un moment donné, il y a une vérité universelle, mais en même temps, ça n'empêche pas des peuples particuliers d'exister. J'y reviendrai de toute manière, même brièvement, mais on peut donc articuler tout ça, si vous voulez, sans donner un type d'esprit mécanique. Et c'est tout le contraire donc, du faux universalisme juste almodique, pour le coup, qui a tendance à faire une différence de nature entre goy et non-goy. Donc à partir de ce moment-là, bon, il y a le schéma change. Alors que nous, on pourrait dire, bon, comme je suis patriote en tant que Français, je peux tout à fait comprendre que je ne sais quel autre pays, n'importe lequel, les gens qui sont de cette nationalité sont patriotes. Parce que finalement, c'est le même état d'esprit d'un côté. Le seul truc qui change, et c'est une différence de poids également, c'est la culture, les mœurs, les tempéraments, etc.
Donc voilà, il y a des choses qui sont universelles, des choses qui sont plus particulières, et ça ne pose pas forcément problème. Comparé à ce faux universalisme, comme je disais, où voilà, des frontières c'est bien pour moi, mais pour toi c'est pas bien, pour toi le métissage c'est bien, pour moi c'est pas bien, etc. Bon là, moi je pense d'ailleurs qu'il faut patroniser ça dans le milieu, d'arriver à faire une espèce de critique universaliste de ce mode de pensée talmudique, quoi. Au moins ça passe partout, c'est presque antiraciste. Et aussi, deuxième point, plus que de s'opposer à la judéo-maçonnerie, même si c'est très important, je trouve que le plus important d'abord, et même si le deuxième point est sans doute concomitant, le chat a trouvé sa place. Bon, bah, s'il y a des retardataires, par contre, faut le virer. Hein. Et oui, le plus important, donc, c'est d'aimer, de défendre sa civilisation d'abord pour ce qu'elle est, et comme je vais en traiter, gréco-romaine, latine, française, etc., européenne, chrétienne, etc., etc. Évidemment, j'enfonce une porte ouverte aussi si je parle de la famille en disant que c'est le premier socle de la société. Hein. Je veux dire, là, ça casse pas trois pattes à un canard. Même on voit dans la Genèse, bon, bah, voilà, il faut bien un couple pour qu'il y ait une descendance derrière. Voilà, et ça, c'est une micro-société. C'est la toute première société d'un homme, parce que voilà, comme on est faible en étant bébé, on ne peut pas survivre. Il faut bien que des gens s'occupent de nous. Et également, la société élargie, comme la nation ou une province ou un échelon plus petit. C'est comme une sorte d'assemblage de famille, et au moins où tout se complète également. Là aussi, il y a une articulation. Les parents ne peuvent pas assumer éducation, enseignement, ils ne peuvent pas être docteurs, ils ne peuvent pas être tout à la fois. Donc, au moins, une société permet de tout compléter et d'être un bon échelon au niveau du bien commun, quoi. Sur la personne humaine et la société, là aussi, c'est un thème à la mode avec tous les modernistes, etc. Mais il y a aussi une façon tout à fait respectable d'en traiter comme pour tout. Le cardinal Faulhaber, il en parlait alors qu'il était archevêque de Munich, c'est dans son 3e sermon de l'Avent, année 1933, attention les heures sombres, il était question des valeurs sociales de l'Ancien Testament. Ça a été surtout basé sur l'Ancien Testament pour les débuts. Et il disait ceci: la loi et les prophètes ne sont pas seulement intervenus dans la vie publique pour faire respecter les droits de Dieu, mais ils ont aussi défendu les droits des hommes. Proclamer le respect de la dignité et de la personnalité humaine. Le droit à l'honneur, la liberté, l'égalité des hommes sans considération de la personne extérieure. Là où l'on rencontre la soumission aux droits de Dieu, l'on rencontre aussi le respect des droits de l'homme. Évidemment, il ne faut pas comprendre ici l'expression révolutionnaire de 1789, c'est encore autre chose. Hein. C'est juste les droits des hommes comme il y a les devoirs des hommes. C'est tout. Le droit mosaïque n'a pas libéré l'individu des liens qui l'attachent à l'État, il n'a pas non plus porté atteinte à la loi fondamentale. Droit public avant droit privé. D'ailleurs, c'était idem des monarchies orientales de l'époque, qui étaient peut-être même encore plus dictatoriales d'ailleurs. Limite, la loi mosaïque peut-être reconnaissait un peu plus l'individu, c'est possible. Mais l'individu ne saurait être avili, dépossédé de ses droits et de sa personnalité pour que l'État affirme son droit. Donc là, on définit des limites, l'ingérence étatique et tout ça qui ne peut pas être accepté, mais dans l'autre côté, l'individu doit rentrer dans l'ordre public et se soumettre à lui. Évidemment, il est au-dessus, le bien commun, c'est là que ça se gère. Mais il ne doit pas être par là ravalé au rang d'un zéro et d'un esclave sans droit, ou d'un numéro, que dirait-on aujourd'hui d'ailleurs, dans le domaine professionnel entre autres. Respect des hiérarchies, refus des ingérences étatiques qui s'immiscent dans la vie privée ou ce genre de trucs, et bien qu'il défende entre guillemets la personne humaine, il n'y a aucun personnalisme dans tout son discours et de toutes ces hérésies Vatican II, démocrates chrétiens, etc. L'objet de tous les travaux d'ailleurs de Charles de Conig qui sont connus, c'est de redéfinir le bien commun bien mieux que je ne le fais ici, et bien moins résumé, sur la personne humaine, etc. Et évidemment, par conséquent, on rejettera l'humanisme intégral, l'humanisme intégral, c'est un titre de livre de Jacques Maritain, qui lui était un moderniste, d'ailleurs pré-Vatican II, parce qu'il avait sorti son livre avant les années 60. Hein. Donc là, évidemment, à la limite, le mot, pourquoi pas, mais ce qui est dedans, c'est pas possible, c'est du personnalisme à 100%. C'est un peu du Arnaud Dumouche, peut-être soit 80 ans à l'avant, quoi. Et sur le modernisme religieux, là aussi, quelquefois, ils omettent, ils nient des définitions, ou alors ils les travestissent. Le plus souvent, c'est peut-être ça, d'ailleurs, ils redéfinissent mal les choses. Donc ils détruisent les notions, et la dignité humaine, par exemple, qu'ils ont à la bouche sans cesse, elle existe en tant que, comme je disais au début, les hommes ont une dignité humaine en ce que
c'est Dieu qui a permis leur naissance, etc. Donc là-dessus, c'est entendu, mais ensuite, il y a la dignité effective. Et là, elle est méprisée ou redéfinie chez eux, c'est-à-dire que soit on est en état de grâce, soit on ne l'est pas. Et là, discrimination totale, hein, on est dans le camp, on n'est pas dans l'autre. Là, c'est autre chose qu'une dignité humaine toute naturelle, comme ça, qu'on a acquis sans plus, quoi, hein. Et évidemment, par le droit de vote, on ne peut pas changer, hein, aux urnes ce genre de questions. En théologie, les dogmes sont très amovibles, hein. Enfin, aussi dans les modèles de civilisation, dans l'histoire, on peut voir qu'il y a des périodes où l'art de raisonner, la raison tient une place forte, et d'autres où elle tient une moins grande place. C'est pas forcément mauvais, mais c'est vrai que c'est une bonne chose quand même d'avoir une intelligence bien cadrée, quoi. Et les pics de ces moments, on peut même citer même les Arabes du temps des conquêtes de l'Espagne. Je suis pas du tout en faveur d'invasion migratoire ou quoi, hein. C'est juste, il faut reconnaître honnêtement les choses. Voilà, ça c'est comme ça. À ce moment-là, ils ont pu être assez rationnels pour le coup. Ensuite, c'est le siècle de saint Thomas d'Aquin, plutôt la Renaissance, et même peut-être la Révolution de 89. Du moins, ils prétendaient être rationnels. Du moins. Aussi, dans les modèles de civilisation, on a pu voir successivement, même en Europe, selon les peuples, selon les époques, etc., des moments où il était peut-être bien vu d'être un intellectuel, assez intellectualiste, etc., et d'autres moments où c'était plutôt guerrier. Par exemple, Athènes, domaine intellectuel, Sparte, plutôt guerrier. Dans le même genre de domaine, on peut voir l'aristocratie d'épée, par exemple, lors des croisades, typiquement. Pourquoi pas lors du militarisme de Napoléon Bonaparte aussi. Voilà, là, une certaine aristocratie d'épée, entre guillemets. Et d'autres modèles où elle peut être plus service du roi, comme la fin de la monarchie. Peut-être à partir de Richelieu, Louis XIII, là, c'est plutôt service du roi, plus que le fait d'être anobli pour des combats ou quoi que ce soit, quoi. Bref, l'humanisme chrétien, en peu de mots, doit être philosophique, concret, et celui-ci bien raisonné, et de toute manière, je vais le redéfinir un peu plus tard par rapport au travestissement de celui-ci. Tandis que l'humanisme historique est tout autre chose, et c'est ce à quoi je vais m'atteler là maintenant, sans être forcément opposé, même plutôt complémentaire, si on le comprend bien. Donc voilà pour le domaine maintenant plus historique, et je commence évidemment chronologiquement avec les antiquités gréco-romaines, donc qui est aujourd'hui notre culture classique. Évidemment, l'origine première, c'est avec la Grèce. Les inventeurs de la philosophie, d'ailleurs, c'est eux qui ont inventé un peu la pensée en soi, c'est-à-dire que si vous regardez les autres hommes qui ont raisonné de par le monde sur les autres continents, même Confucius par exemple, qui peut être sans doute très intéressant pour certains points, à chaque fois c'est une réflexion humaine sur le monde extérieur, donc offert par les cinq sens, etc. Ils ne sont jamais allés aussi loin que les Grecs dans cette création-là. Et donc chez les Grecs, on appelle ça l'humanisme, c'est la paideia en fait, le terme grec, et c'est l'idéal grec de la culture humaine, où l'éducation tient un pilier central, c'est très important chez eux. Il a pris de nombreuses variantes historiquement, hein, sans doute, et je tenterai de traiter cela avec une clarté adamantine. De toute façon, avec les Grecs, tout a été pensé, hein, une chose et son contraire, au moins. Même quand on voit ça, les progressistes sont finalement des gens assez ridés, hein. Ils ont des principes qui peuvent remonter à 5 siècles avant Jésus-Christ, des fois. Et ils pensent être des inventeurs malgré tout. L'humanisme hellénique a culminé à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est les conquêtes d'Alexandre qui ont développé ça et surtout ont fait connaître au monde entier le monde hellénique, bien que lui faisait partie à la base de la Macédoine, quoi. Et là, Socrate aussi, s'il demeurait assez local et athénien, donc pas assez universalisé, entre guillemets, lui, Aristote, bien qu'il est disciple de Socrate et qu'il remet en question certains points chez lui, eh bien, il va universaliser la pensée grecque, et à partir de là, on pourrait dire que être grec, c'est être un homme. Un peu comme être juif, c'est être un homme, sauf que là, ce n'est pas du tout les mêmes définitions. Et de la Grèce à Rome, donc de la Paideia à las Humanitas, ça va prendre ce nom-là. Je peux citer ce livre d'ailleurs de littérature latine aux éditions PUF, qui disait « Il est bien connu que la littérature latine s'est développée avec un temps de retard sur celle de la Grèce, et dans une large mesure sur l'influence de celle-ci, de cette dernière. Le miracle romain peut-être réside dans le fait que cette hellénisation à marche forcée n'a pas empêché la langue latine d'accéder à la maturité culturelle, bien au contraire. Ils ont réussi à développer leur langue en s'inspirant des Grecs et en la conservant en fait.
c'est ça qui a été magique avec eux. Et ça rappelle un petit peu le mot d'Horace aussi là-dedans, où on dit que voilà, la Grèce qui a été conquise par Rome a conquis culturellement l'Empire romain derrière. Eux, ils avaient la force physique et eux, la force ou l'intelligence, la force mentale. D'ailleurs, dans les thèmes d'identification littéraire, on peut citer Jacques Perret qui disait à propos des Énéides de Virgile, désireux de rivaliser avec Homère pour le coup grec, Virgile a voulu juxtaposer une Iliade de bataille et une Odyssée de voyage. Il a mélangé un petit peu les deux et là aussi, du coup, inspiration grecque. César également, qui était un militaire politique, mais en même temps très cultivé, il a pu cumuler un petit peu tout ça. Ça m'amuse, moi, cette notion, je sais pas, un peu d'autisme positif, où en pleine guerre des Gaules, il a réussi à rédiger des traités sur la grammaire, quoi. C'est-à-dire que, enfin, entre deux guerres, mais disons, vous imaginez aujourd'hui, je sais pas, les canons qui pètent à l'extérieur, et vous êtes là, vous faites de la théologie, tiens, je vais parler du sexe des anges, bah non, il y a des gens qui meurent à 10 mètres, mais bon, voilà, ça c'est l'autisme positif, et César, il a été très fort là-dessus. D'ailleurs, il y avait à l'époque un conflit linguistique où on était partisan de l'analogie ou de l'anomalie, c'est-à-dire qu'on accepte énormément d'exceptions dans la langue, ou alors on veut l'évolution logique. Ça, quand on s'intéresse aux langues modernes comme antiques, ça existe. Hein. C'est soit on évolue à partir de la racine et des influences, soit on mélange un petit peu, quoi. Et lui, très logique, partisan de l'analogie. Et on peut remarquer à cette époque que la culture qui était disponible, finalement, c'était la culture qui était disponible dans le bassin méditerranéen. Et c'est Cicéron donc, qui l'a repris et latinisé, et ça a donné, comme je disais, les humanités classiques et qui sont nos humanités modernes, quoi, las humanitas. Il a été repris par le cercle des Scipions, de toute façon Cicéron était dedans. À l'apogée de l'Empire, ça s'est développé énormément, etc. Et les Romains, en s'inspirant de la Grèce, comme j'en avais parlé brièvement, finalement dépouillent de tout ce qui est proprement grec. C'est-à-dire que tout ce qui était un peu particularisé chez eux, où ils parlent de la Grèce proprement, c'est enlevé, ils assimilent le reste, et là, à partir de l'assimilation romaine, en fait, ça devient tout à fait universel, quoi. C'est universalisé. C'est pourquoi Léon Daudet, je vous donnerai la référence plus tard, disait en discours « Je ne conçois pas de culture générale sans les humanités ». Surtout pour les pays romanisés et l'Europe en général, il précisait « Les humanités sont en quelque sorte immortelles. Virgile n'a pas bronché. Homère tient toujours debout. Ovide, Lucrèce, César, tous ces grands auteurs sont immuables. » Ajoutez aussi aux richesses humaines d'autres références. Vous avez le vieux Caton, Sénèque, Pline le Jeune, pour la notion d'honnêtum, Lucrèce, etc., qui avait fait un ouvrage sur Rerum Naturae, donc essayant de décrire l'ordre naturel comme il le pouvait à l'époque, et Auguste, César, bon, qui ont laissé même jusque des titres administratifs, hein, si l'on veut. Dans cette identification universelle, on peut citer Françoise Vaquet sur le latin Empire d'un signe, qui disait « En quoi consiste la valeur de l'Antiquité, je n'en sais rien, mais c'est un fait que le système de l'enseignement classique existe depuis longtemps, que depuis longtemps il est étendu à tous les peuples de culture européenne et que ces peuples ne sont devenus civilisés qu'en passant par lui. » D'ailleurs, elle citait un peu cette expression connue dans le domaine, disant « Certes, je ne suis pas Cicéron, mais c'est par Cicéron que j'ai appris à être moi-même. » En peu de mots, cette culture permet de nous former pour le beau, pour nos racines, etc., et de considérer aussi l'homme comme un être perfectible. Et ça sera d'ailleurs contenu dans le christianisme à l'avenir. C'est ce que vise en soi la culture classique, et que je vais traiter. Ça permet de donner aussi aux jeunes de vrais modèles, aux jeunes et moins jeunes, certes, voilà, avec des législateurs, des conquérants, des orateurs, etc., plutôt que, comme aujourd'hui, des espèces de starlettes à moitié pédées dans le sport, dans le chant, ou je ne sais quoi. Voilà, là, au moins, c'est du sérieux, c'est du tangible. Et c'est pas temporaire, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Nous vivons dans l'époque de la mode, donc la mode, par essence, c'est temporaire. Alors que là, il est question vraiment de choses intemporelles, universelles, c'est valable dans le temps. Paul Valéry, dans La crise de l'esprit, disait, et c'est d'actualité, puisqu'il avait rédigé au lendemain de la Première Guerre mondiale, celui-ci, c'est d'ailleurs assez caractéristique des non-conformistes des années 20-30, hein, Paul Valéry. Ni réactionnaire, ni progressiste, etc., mais bien français, européen. Il disait « Il y a dans l'histoire des moments et des lieux où nous pourrions nous introduire, nous modernes, sans troubler excessivement l'harmonie de ces temps-là, et sans y paraître des objets infiniment curieux, infiniment visibles, des êtres choquants, dissonants, inassimilables. Il est clair que la Rome de Trajan et que l'Alexandrie des Ptolémées nous absorberait plus facilement que bien des localités moins reculées dans le temps.
Partout où l'Empire romain a dominé et partout où sa puissance s'est fait sentir, là est quelque chose d'européen. Rome est le modèle éternel de la puissance organisée et stable, etc. Bien qu'il reconnaîtra évidemment aussi que les Grecs ont fait naître la discipline de l'esprit et ont créé un peu ce que pouvait être l'homme complet. Maintenant, on passe à un petit thème à part qui va être le paganisme pré-chrétien, entre guillemets. Et en fait, il va être question de la théogonie. On distingue là-dedans l'école pré-socratique, avant Socrate, et ensuite socratique, parce qu'il y a un avant et un après dans ce domaine-là, si vous voulez. Et la théogonie, en grec, ça veut dire Dieu qui engendre, en fait, littéralement. Le courant remonte à Xénophane, donc il faut remonter assez loin, puis ça va être 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et lui avait osé penser déjà le Dieu unique, immobile, sphérique, etc., accessible par la seule raison. Souvent, on pourra dire plus généralement aussi, les peuples païens antiques ont, au-delà de la multiplicité des dieux à laquelle ils croyaient plus ou moins, ou ils estimaient que c'était plutôt culturel, reconnaissaient finalement ou se demandaient s'il n'y avait pas un seul dieu au-delà de tous ces dieux, quoi, s'il n'y avait pas une espèce de cause unique, un petit peu comme avec le chef d'État où il n'y en a qu'un seul et pas 10. Ce qui est un gouverne mieux que la multitude. Généralement, d'ailleurs, les partisans de la théogonie avaient tendance à rejeter la culture grecque, ou alors soit ils acceptaient la mythologie grecque, mais en disant que c'était un passage culturel, qu'il fallait juste passer par là, ou alors ils la rejetaient, voire la moquaient, ça dépend. Le polythéisme, j'entends aussi également. Après, les physiciens grecs, comme le rappelle Jagger, ils avaient une pensée éminemment religieuse. Ils avaient un état d'esprit théologique, finalement, ces gens-là. Donc ça n'est pas une pensée dogmatique dans la mythologie romaine. En revanche, dans la pensée grecque, ça existait, disons, cet état d'esprit. Alors c'est au 19e siècle qu'on a commencé à le moquer en disant que c'était l'esprit théologique qui était tout à fait oriental, et donc il fallait le rejeter. Les modernes sont très forts là-dedans, et on dirait qu'en partie la nouvelle droite l'a hérité d'ailleurs, cette critique. Dans la scolastique médiévale, on peut repérer qu'elle a hérité un peu de toute cette théogonie qu'elle appelle dans son langage la théologie naturelle, en fait. Dieu le cosmos est Dieu, en fait. Donc du cosmos à Dieu. Socrate, ensuite, évoque d'ailleurs des thèmes qui nous sont même bien chers et bien connus aujourd'hui, puisqu'il parle du bien en soi, par exemple. Ce sont des formules qu'on retrouve dans l'aristotélisme, dans le thomisme, etc. Et il disait, encore une fois, Werner Jagger, qui est donc un helléniste allemand du XXe siècle, un aboutissement de l'hellénisme allemand, la véritable paideia, qu'elle soit éducation ou législation, doit se fonder sur Dieu comme règle suprême. Aristote reprendra et développera donc tous ces thèmes de Dieu unique, qu'on connaît, nous, sous l'appellation premier moteur, principe de causalité, etc., l'essence, l'être. Et il vient dans ce contexte, donc la christianisation des premiers siècles vient dans ce contexte-là où il faut bien comprendre, le terrain a été préparé finalement par toute cette culture grecque dont la théogonie fait partie. Et à ce moment-là, donc la voie chrétienne, la voie IE et IX, a pu prendre place. Donc humanisme et théologie, donc toujours, c'est ça que je cite de Jagger, il dit « À la fin du paganisme antique, le néoplatonisme a posé à tout le monde gréco-romain sa philosophie toute centrée sur le problème de Dieu. Ce fut dans ce climat spirituel que le christianisme sortit des catacombes après les périodes de persécution pour proposer triomphalement son message. C'était pour un grec la manière la plus naturelle de recevoir la foi dans sa civilisation hellénique. Donc pour eux, la foi était comme un inévitable complément à leur culture, après cette préparation mentale, si vous voulez. Et d'ailleurs, chez les Grecs, ils se sont convertis plus vite que dans le monde latin, où ça a été un peu plus hostile, disons. Également, pour conclure sur ce petit chapitre, Paul Valéry disait, en faisant l'éloge donc de l'hellénisme, de Rome et du christianisme dans ce même document, tandis que la conquête romaine n'avait saisi que l'homme politique et n'avait régi les esprits que dans leurs habitudes extérieures, la conquête chrétienne vise et atteint progressivement le profond de la conscience, le profond du cœur, etc. Donc dans l'Antiquité tardive, c'est après la christianisation des premiers siècles, à partir du 2e, 3e, ça commence à se généraliser. On peut remarquer que les chrétiens ont vécu donc, dans cette période où ils avaient connu la culture de leur époque, tout simplement. Donc ils ont baigné en partie là-dedans, et ils vont donc comme essayer de récupérer l'intelligence qu'il y a dedans, sans doute des fois avec des exagérations, puisqu'ils vont vouloir parler d'une sorte de Virgile chrétien, à la limite Virgile pré-chrétien, pourquoi pas, mais en ce que
même les païens, on peut dire des choses vraies, même sans la révélation. Après, de dire que ces auteurs étaient chrétiens, c'est impossible, ça c'est sûr. Je veux dire par la logique même. Mais aussi, ils ont étudié ces auteurs, du coup, par le prisme chrétien, ce qui fait que on étudiait ensuite, par la suite, que le Virgile dans ce qui pouvait être, compatible avec le christianisme, et plus le Virgile tel qu'il a été historiquement. Là, il y a une distinction entre les deux. Le second, on n'en parlait plus, on ne sait plus ce que c'était, quoi. Exemple le plus connu, d'ailleurs, on peut citer toujours dans la littérature latine. Déjà, les chrétiens de l'Antiquité ont vu dans le 4e bucolique, c'est du Virgile, une annonce prophétique de la naissance du Christ. Cette idée d'un Virgile pré-chrétien a traversé tout le Moyen-Âge et se retrouve dans la Divine Comédie de Dante. D'ailleurs, ça a contribué à la survie de sa littérature, de pouvoir jouer un petit peu sur ce que le christianisme apportait. Et même ça, en fait, c'était un thème assez répandu, puisque Théocrite, qui est un grec installé en Sicile, avait déjà rédigé sur le fait d'une nouvelle naissance qui allait amener un âge d'or. Après, ce qui est sûr, c'est que ces naissances n'allaient pas apporter le salut tel que le christianisme l'entend, ça c'est certain. Mais on peut faire des petits parallèles, trouver des petites similarités. Et donc la ligne helléno-chrétienne à suivre, puisque vous la voulez, je vous la donne, et non pas la pudeur helléno-chrétienne, pour ne pas citer le maître du Logos. Je vous donne quelques passages de Saint Basile de Césarée, qui est un père cappadocien, donc c'est la patristique grecque à une époque où il n'y avait pas la scission avec les orthodoxes, donc aucun souci. Dans son Aux jeunes gens, comment tirer profit de la littérature grecque. Donc c'est en plein dans le thème, c'est le document le plus classique de l'âge d'or de cette patristique, d'ailleurs, 4e siècle, et qui retrace donc l'attitude chrétienne vis-à-vis de cet héritage païen antique, et document dont la célébrité est immense, et le sujet très peu traité finalement. L'idée proposée est une sorte d'éclectisme éclairé et positif. Donc éclectisme, mélange philosophique, mais attention quand même, on fait le tri. C'est pas l'éclectisme philosophique condamné au 19e siècle par l'Église, ça c'est autre chose, c'est plus anarchisant, on mélange tout, si vous voulez. Et le père de l'Église donc use de formules toutes platoniciennes, homériques, il pioche dans Plutarque, dans Épictète, dans Pythagore, dans Diogène, il cite Solon, Hésiode, etc. Ce qui fait qu'il fait exprès, parce qu'il fallait en quelque sorte faire de l'apostolat auprès des païens pour pouvoir les convertir, et également comme la population était celle qui se convertissait avant les élites, il fallait légitimer cette christianisation auprès des élites. Et c'est pour ça, c'est dans un tel contexte, disons, qu'il a rédigé ça, et diffusé ça. Le christianisme jouissait d'un mauvais préjugé qui était, c'était une religion un peu populaire et du bas peuple, quoi. Donc il a porté sur les fronts baptismaux par ce thème-là, l'humanisme chrétien à sa manière. Le christianisme des premiers siècles d'ailleurs devient une sorte d'hellénisme critique. C'est une forme particulière de culture grecque, mais qui évidemment va, au nom de la révélation, faire le tri. Après, même les évangiles, on peut dire, le rappeler, sont rédigés en grec, donc il y a quand même une certaine place de l'hellénisme, même si évidemment, comme c'était rédigé par des Hébreux, il y avait des formules judaïques en grec, etc. Bon, ça c'est les linguistes qui vont analyser ça, quoi. Les tournures hébraïques, ça va résonner un peu comme des impropriétés si on est un puriste, mais enfin bon. Et donc la ligne, là je vous cite le document lui-même de Saint Basile le Grand, donc. Quel autre dessein Hésiode conçut-il, selon nous, sinon d'exhorter les jeunes à la vertu quand il composa les vers que tout le monde chante, où il dit qu'elle est âpre au début, difficile à pratiquer et constamment pleine de sueur et de peine, la route escarpée qui mène à la vertu. Il ne faut pas abandonner à ces hommes une fois pour toutes le gouvernail de votre intelligence, comme celui d'un navire, ni les suivre quel que soit l'endroit où ils veulent vous conduire. Mais il ne faut recevoir que ce qu'ils ont d'utile et savoir ce qu'il faut laisser de côté aussi. Donc en soi, prendre ce qui est vertueux, et on ne peut pas reprocher non plus au christianisme de rejeter ce qui est totalement incompatible avec lui, notamment cette littérature pré-LGBT, entre guillemets, ou des choses qui peuvent nous faire rougir, comme les unions de Zeus ou des trucs comme ça. Ça, c'est évident que le christianisme ne peut pas l'assimiler par définition. Car nous portons plus loin nos espérances et faisons toutes choses en vue de préparer l'autre vie. Autant l'âme est à tout point de vue supérieure en dignité par rapport au corps, autant les deux vies diffèrent l'une de l'autre. Donc la direction, la primauté est spirituelle évidemment, mais en même temps, il dit bien que l'ordre naturel et l'ordre surnaturel sont bien distincts. Pour nous y préparer, il faut fréquenter et les poètes, et les prosateurs, et les orateurs, et tout homme dont on pourra tirer une aide pour le soin de l'âme.
On dit par exemple que le grand Moïse lui-même, dont la réputation de sagesse est extrême chez tous les hommes, exerça sa pensée dans les connaissances des Égyptiens et que, cela fait, il en vint à la contemplation de l'être. Il entend d'ailleurs aussi par la suite que les sciences profanes peuvent et doivent mener aux sciences sacrées. Elles doivent être une étape, ou du moins nous aider à mieux comprendre les choses philosophiquement. Il est honteux en effet que lorsqu'il s'agit d'aliments, on écarte ceux qui sont nuisibles, mais que lorsqu'il s'agit de connaissances, on ne tienne aucun compte de celles qui nourrissent notre âme. Et ça, je pense que même si je vous ai expliqué le contexte dans lequel il a rédigé ça, ça a quand même valeur intemporelle et universelle. C'est valable dans le temps, ça aussi, je pense bien. Et après, pour les choses qui sont inassimilables, bah, vous savez, c'est comme toute l'histoire de chaque période humaine. Bon, bah, du fait de la nature humaine, assez haut et assez bas, donc, comme me disait l'abbé Gondillon, il ne faut jamais être très puriste, surtout quand on parle d'histoire, parce qu'il y aura toujours des petits soucis ici ou là. Et cette maxime prudentielle donc, sera l'attitude de la scolastique médiévale qui va succéder à l'Antiquité tardive. Hein. Elle fera sienne ces principes-là, c'est évident. Et en faisant le tri pour ne pas défendre l'indéfendable, n'est-ce pas, pour user d'une expression qui a l'exclusivité choatique a priori, mais enfin bon. On peut citer également saint Paul dans les aréopages, qui dans les actes des apôtres, hein, l'aéropage d'Athènes, il cite quasiment à la virgule près un poète grec, Aratus, en l'occurrence, quand il dit « Nous sommes aussi de la race de Dieu ». On peut aussi signaler que saint Ambroise s'inspire du Déophyquis de Cicéron pour faire le sien. Aussi, Lactance, il incarne à l'apogée de l'Empire romain, il a même vécu sur le IVe siècle, incarne l'honnête homme à la fois latin, romain et chrétien, donc humanitas et christianitas. D'ailleurs, même c'est comme ça que il appelait le Cicéron chrétien, Lactance, Saint Jérôme, oui, et même Pic de la Mirandole. C'était son surnom, peut-être un surnom un peu exagéré, mais enfin bon. Et finalement, l'humanisme chrétien, en tout cas dans un sens historique, peut se résumer à ça, c'est l'étude de l'Antiquité païenne et l'étude de l'Antiquité tardive chrétienne et la comparaison entre les deux. Ça peut se résumer à ça, en tout cas dans la définition historique. Et l'apparition de la littérature chrétienne, pour en parler, elle a plusieurs étapes, elle vient assez tardivement d'ailleurs. L'objet de toute l'énergie de la littérature chrétienne des premiers siècles, et ça commence d'abord en Nord-Afrique d'ailleurs, et au IIe siècle, c'est d'abord la traduction de la Bible en fait. C'est le premier point où il a fallu la traduire en latin. Deuxième point, ça va être les commentaires de celle-ci, qui vont revenir après. Troisième, l'expression du dogme. Donc là, on va rentrer dans les thèmes de, par exemple, la Sainte Trinité ou ce genre de choses. Et la quatrième, pour compléter, enfin, l'expression des lois de l'Église. Donc on va parler de la juridiction en sachant que voilà, les évêques commencent à être dispersés de par le monde. Donc ça, les choses s'établissent et il faut les définir et s'y tenir. Tout d'abord, on peut regarder donc, du côté nord-africain, comme je disais, ça donne Tertullien, Cyprien, un saint évêque, Saint Augustin bien sûr, mais il vient encore un peu plus tard. Hein. Et à Rome et en Europe, ça va être plutôt au IIIe siècle, donc le siècle suivant, où ça va donner les saints évêques que l'on connaît, Saint Ambroise, Saint Jérôme et même précédemment Saint Hilaire. Et évidemment, Saint Jérôme, là aussi, très important, puisqu'il y a un état pré- et post-Hieronymus dans le christianisme et historiquement. Ça, c'est le double monde de la fin de l'Empire romain. Vous avez les chrétiens qui sont donc imprégnés de ce bagage culturel en partie païen. Même Moïse, on peut dire, est antérieur à la philosophie, donc c'était nécessaire d'avoir ce bagage hellénique qui permet de faire un ajout pour les chrétiens. Et également, comme je disais, pour faire l'apostolat auprès des païens, certes, il peut y avoir... quand on définissait le dogme, une hostilité d'ailleurs aux hérésies chrétiennes des premiers siècles, mais même au paganisme, mais d'un autre côté, il fallait aussi pouvoir faire de l'apostolat, et donc là, on drague, entre guillemets, les païens en utilisant des thèmes qu'ils connaissent tout à fait. Et l'attitude des païens, d'ailleurs, à l'égard des chrétiens est très différente. Il y a ceux qui étaient tout à fait hostiles, c'est vrai, il y a ceux qui le toléraient, il y a ceux qui étaient indifférents. Et dans la littérature païenne renaissante, d'ailleurs, puisque face à l'émulation des productions comme ça des chrétiens, eh bien, il y a même eu une renaissance de la littérature païenne. Point positif, ça a permis un double mouvement de conservation de la culture classique, en tout cas. Et ces deux-là pouvaient s'opposer, mais pas toujours, comme je disais. Après, ça a donné des Julien l'Apostat, par exemple, à plus tard Alès Plotin, ou pour le côté paganisant, si vous préférez. Dans l'Antiquité tardive, on peut dire qu'il y a eu cette synthèse gréco-romaine, en fait, et chrétienne,
qui est devenue notre culture classique dès le Moyen-Âge, puisque c'est une autre période, et même jusqu'à nos jours finalement. Donc on peut dire, vous voyez, comme les païens n'ont pas non plus le monopole de l'hellénisme, de la culture classique, puisque là, comme je viens d'en traiter, il y a un helléno-christianisme, si l'on veut, il y a même un helléno-judaïsme, ça a été à Alexandrie, ça existe. Et il n'est pas mort, cet hellénisme, sous les coups des conversions au christianisme, finalement. Comme je disais, le christianisme est une forme de culture grecque pour sa partie naturelle. Et en réalité, il a été récupéré dans ce qui pouvait être, en tout cas, quand même possible de garder, ça c'est certain. Maintenant, je passe aux renaissances médiévales, renaissance entre guillemets, mais c'est pas abusif d'employer le terme, pour le siècle de Charlemagne, par exemple, et le siècle de saint Thomas d'Aquin. Donc, renaissance carolingienne, dont après le socle, et après Athènes et Rome, Aix-la-Chapelle, on pourrait dire, 9e siècle, l'empereur chrétien réactive la culture classique. C'est un fait peu méconnu, et d'ailleurs l'ami David Vesser va sortir un EDP après celui-ci, qui va retracer ce détail-là. Autour de l'an 800, comme vous savez, Charlemagne a généralisé l'école gratuite, a essayé de la populariser le plus possible avec j'ose pas dire son régime, mais son régime politique, quoi. Et c'est une renaissance qui est aussi importante que celle italienne, en fait, malgré qu'elle soit moins connue, l'un n'empêche pas l'autre. Il a formé les élites sur tous les arts libéraux à ce moment-là, c'était le principe. Grammaire, dialectique, rhétorique, mais aussi astronomie, musique, géométrie, arithmétique. On assiste à une généralisation donc, de l'enseignement, et en plus dans cet espace qui est germanique, et qui est donc beaucoup moins familier de cette culture qui est a priori latine, même si elle se veut universelle. Et bien sûr, Charlemagne ne reniait pas pour autant sa culture germanique propre. Juste, il arrivait à avoir de la considération pour les deux. Maintenant, je passe... voilà, c'était un traitement assez bref, je ne peux pas faire plus long. Et en préambule, avant de parler d'ailleurs de saint Thomas d'Aquin, au moins c'est une référence qui met d'accord tous les catholiques, donc c'est déjà beaucoup. On peut dire que l'Empire romain a contribué à ne pas différencier l'Orient et l'Occident. Comme il y avait le principe de Mare Nostrum, il régnait sur le pourtour méditerranéen. Donc on a tendance à ne plus faire trop cette différence entre les deux côtés de la Méditerranée à ce moment-là. La fracture va s'opérer surtout en fait avec l'avancée de l'islam. Ça va être l'élément détonateur. Et pour soutenir d'ailleurs la thèse d'Henri Pirenne, c'est, comme il dit, nous n'aurions pas eu de Charlemagne si il n'y avait pas eu la menace islamique en face. Ça a permis d'unifier la chrétienté et l'Occident, en fait. L'Europe de l'Ouest, cette menace-là en face. Le savoir grec antique aussi est revenu par le truchement des Arabes en Espagne. Comme je disais, à cette époque, les Européens avaient un côté plutôt fidéiste. Je ne parle pas de l'hérésie elle-même, mais un côté plus fidéiste, tandis que les Arabes étaient plus rationnels à ce moment-là. Ce qui fait qu'ils ont, ils se sont intéressés, étudiés, ont diffusé la culture classique des Grecs. À leur manière, certes. Et ensuite, ça va faire le chemin inverse, en fait. Parce qu'il y a des dangers, évidemment, dans cette culture classique qu'on peut voir avec le christianisme. Et eux, comme ils ont eu une mauvaise expérience, notamment avec Averroès, le musulman aristotélicien, ce qui veut dire de mettre la raison humaine dans la philosophie, c'est impossible dans l'islam. Maintenant, vous êtes ils ne disent pas hérétique, mais bon, c'est le mot équivalent. Et nous, du coup, nous allons faire notre chemin inverse et on va profiter un peu de cette émulation par les Arabes, même s'ils ont eu leur propre traduction et qui, quelquefois, pouvaient être plus ou moins douteuses, à partir de la prise de Tolède, donc c'est en 1071 par les Castillans. Là, on va pouvoir redécouvrir cette culture. Et ce n'est que le début, évidemment. Donc on a continué à lire pendant le Moyen-Âge, ici ou là, sporadiquement, maintes œuvres latines, c'est évident. Mais c'était pas aussi généralisé, en fait, ça a été même plutôt méprisé. Ce qui fait que ça peut donner du grain à moudre à la thèse de Sylvain Guggenheim, là, dans son Aristote au Mont-Saint-Michel, et d'ailleurs le Mont-Saint-Michel n'a pas oublié la culture grecque, entre autres, mais, comme je disais, c'était pas encore généralisé, donc... les historiens gauchistes, entre guillemets, ont raison, même si après, ils veulent par là confirmer tout leur délire cosmopolite et tout ça. En effet, les Arabes ont tout de même aidé à cette époque-là dans une certaine mesure. Donc il faut le savoir, comme dirait le maître du Logos. L'islam médiéval donc, était bien plus rationnel et il va devenir bien plus fidéiste vers le XIVe siècle. Là c'est chemin définitif. Alors que nous, voilà, il y a saint Thomas d'Aquin qui va venir, et son maître saint Albert le Grand, d'ailleurs, précédemment. Et on peut aussi dire que les Translatio Studiorum, dans les points centraux, chronologiquement, donc Athènes, Rome, Bagdad, Andalous. Après, Aix-la-Chapelle, etc. Mais
Voilà pour les points centraux comment dire, la réactivation de la culture classique. Et le thomisme, donc au XIIIe siècle, le disciple chrétien d'Aristote, n'est-ce pas? Je vous cite un document d'ailleurs que j'ai trouvé sur Vive le roi, une fois n'est pas coutume, parce que j'ai un peu d'hostilité vis-à-vis de le royalisme, surtout bien pensant, sur des sujets politiques incorrects actuels. Mais on peut trouver des petites productions quand il s'agit de thomisme, de corporatisme, etc. L'honnêteté m'enjoint m'invite à reconnaître qu'on peut trouver des petits trucs intéressants là-dessus. Donc il parle de saint Thomas d'Aquin en disant la théologie thomiste est humaniste, dans la mesure où elle redécouvre une certaine autonomie de la nature, où elle souligne la grandeur de l'homme créé à l'image de Dieu et à la dignité de son intelligence. D'ailleurs, je n'entre pas dans les thèmes de complexité sur le libre arbitre et les déterminismes qui existent, mais qui s'opposent plus ou moins. Le thomisme est une vision globale, où la philosophie prépare les voies de la théologie, tout comme la théologie conduit cette philosophie à son terme, puisque la nature existe aussi pour la grâce, de même que l'homme existe pour Dieu. Donc contre un peu l'école post-augustinienne qui ensuite parlait d'illumination divine ou en méprisant un peu la raison pour se concentrer sur des choses d'ordre surnaturel, quoi. Werner Jaeger aussi disait, toujours dans le livre susmentionné, « Le point de départ de tout humanisme doit être cherché dans sa manière propre de concevoir la nature humaine. Ce concept est un héritage des Grecs, que saint Thomas et l'humanisme ont en commun. D'autre part, saint Thomas et l'humanisme ont encore en commun cette façon d'appréhender rationnellement le réel et même de la réalité de Dieu. Ceci aussi est un héritage des Grecs. La nature humaine et la raison sont les colonnes de la culture grecque. Nous devons dire au moins qu'il existe chez saint Thomas d'Aquin un élément important d'humanisme. Il est héritier de la tradition classique qui a exercé sur lui une influence profonde. Sans lui, la Renaissance du XVe siècle n'aurait sûrement pas été ce qu'elle fut. Saint Thomas se montra aussi véritable humaniste dans le souci qu'il eut d'aller de l'Aristote des commentateurs arabes à l'Aristote authentique en faisant l'effort pour multiplier tous ces documents directement du grec au latin en évitant les traductions arabes. Donc là, à partir de là, on peut dire que les Européens, les chrétiens se sont débrouillés d'eux-mêmes en fait, plutôt que de faire confiance à ces sources-là. Là aussi, ça donne un peu de grain à moudre à Guggenheim. D'ailleurs, même en Orient, ça a été pas mal des chrétiens aussi qui ont pu réactiver la culture classique, et pas forcément des musulmans à chaque fois. Même, je ne peux pas tout vous citer, mais Bernard Jaeger fait un très bel éloge de Dante en ce sens, comme il l'a fait avec saint Thomas d'Aquin, qu'il nomme donc pas le grand maître, parce que ça c'est en franc-maçonnerie, mais le prince des humanistes italiens. Et voilà, dans Virgile présent dans la Divine Comédie, même tous ces passages sont influencés d'ailleurs par Aristote. Enfin voilà, lui aussi a baigné dans cette culture classique. Et donc l'humanisme de la Renaissance italienne maintenant. Ça a fait naître en effet notre monde moderne, on pourrait dire, sans le relativisme moderne tel qu'on le connaît toutefois. Donc c'est en Italie, et Eugenio Garin, qui est encore vivant, est l'historien contemporain de cette période. Je pense que l'on peut retenir l'historien essentiel, un peu comme il est reconnu en Italie là, sur la période du Ventennio fascista, Emilio Gentile. C'est un peu les deux historiens qui nous pondent de nombreux livres sur ces thèmes-là, mais tout à fait honorables évidemment. Et se borne à analyser cet humanisme moderne qui donc s'inspire du classique en exposant notamment sa dimension, sa nature grammaticale, puisqu'il a fallu évoluer. C'est comme ça qu'en partie nos langues néo-latines sont nées. Voilà les racines, les évolutions, et que ça l'étudie jusque avec cet esprit scientifique-là. Et dénonce les caricatures idéologiques qu'il y a sur cette période, parce que là on a pu dire tout et son contraire, ça c'est sûr. La littérature contre la philosophie contre la littérature, la philosophie contre la littérature contre la foi, ou la foi contre la philosophie, vraiment dans tous les sens. Donc, surtout par des idéologues plus que des historiens, mais bon, se pourrait-il que ces limites exiguës coïncident avec celles de l'histoire? Eh bien non. En effet, on peut dire que la Renaissance tout de même était encore une période très pieuse. En témoigne, la peinture qui était encore sacrée pour l'essentiel, etc. Bien qu'il y avait quelques tumultes évidemment. Et l'actualisation donc, de l'humanisme classique a été enrichie lors des découvertes récentes qu'il y a eu en fait à cette époque-là. C'est pour ça qu'avec l'émulation, la curiosité, on a voulu tout de suite s'intéresser à ça, découverte archéologique bien évidemment, mais avec historique, philologique.
Et sur l'origine des vocables même de Moyen-Âge, humanisme et Renaissance, toujours Werner Jaeger, et il souligne le fait que Moyen-Âge c'est medioevo, donc évidemment l'expression est dépréciative, on parle d'un âge moyen. Et il dit le mot humanisme a été forgé par les historiens du XIXe siècle qui étudiaient les humanistes des XVe et XVIe siècles. Ceux-ci devaient leur nom du fait que l'objet de leurs efforts avait été de donner une nouvelle vie à la littérature et la culture de la Grèce et de Rome, que l'on venait de redécouvrir et qui tournait autour d'un idéal pouvant s'exprimer d'un seul mot, humanitas. L'idée elle-même venait de l'une des plus hautes autorités de l'Antiquité en matière culturelle, Cicéron. Cicéron attribue à l'esprit grec une influence humanisante. Les humanistes ont essayé de dire comment ils entendaient se situer par rapport aux anciens. Ils reprirent le vocabulaire médiéval du mot chrétien dont le sens originel était à peu près naître à nouveau spirituellement, renascentia ou rénovation. Et ils l'appliquèrent à la renaissance des lettres et des arts de leur temps. Donc c'est une période, en effet, où on peut être partagé, mais il y a quand même des choses bonnes à reconnaître. Il y a des faits méconnus, des fois aussi, où les poètes de la Renaissance ont quelquefois eu quelques réticences et hostilités contre la culture classique, parce qu'ils estimaient que ça leur faisait de l'ombre, un peu, ça pouvait faire concurrence, ou alors d'état d'esprit trop distincts pour eux. Et en plus, il y avait quelques chimères, mais toujours est-il que dans cette Italie du Quattrocento, c'est le XVe siècle, on veut réactiver cela en totalité d'ailleurs, et c'est comme ça qu'ils ont fait naître notre discipline historique moderne. Comme je disais, avec le Virgile pré-chrétien ou christianisé et le Virgile historique. Le plus rationnel, à la limite, c'est de voir comment il l'était. Et après, comment on peut l'assimiler derrière, pourquoi pas. Donc toujours au XVe siècle, on se rend compte de l'importance de cette culture dans cette époque donnée. Elle fait l'homme dans la cité. Et on peut remarquer que d'ailleurs, finalement, ces hommes pensaient tout ce qu'il y avait à disposition culturelle dans la période où ils vivaient. Donc évidemment, ils connaissaient, pour les sommités intellectuelles en tout cas, la scolastique, la culture gréco-romaine, et même les savoirs hébraïques et arabes, hein, par exemple. Donc finalement, c'est tout ce qui était à disposition. On s'est rendu compte de l'importance de la culture. Aujourd'hui, les gauchistes abusent énormément avec ça. Ils en parlent tout le temps. Bon, ils la détruisent parce qu'évidemment, ce qu'ils proposent, c'est un truc de dégénéré. Mais c'est vrai que c'est très important, en fait, parce qu'il y a les hommes dans la cité, il y a la culture à disposition, là, tout de suite. Et c'est évident que ça va influencer son monde. C'est évident. Et après, la Renaissance, donc, c'est en partie extirpé de ce cadre médiéval, du prisme moral qui fait un tri évident, etc. Donc le conflit était en partie inévitable, ne serait-ce que par le suscitement de la curiosité qu'il y avait, comme je disais, l'insatiable foi en la découverte, etc. L'énorme travail de traduction aussi qui a été fait, donc forcément on découvrait, et évidemment dans tout ce fatras mal dégrossi, comme ces hommes n'avaient pas le recul, eh bien, il y a pu avoir les erreurs que l'on connaît. Toutefois, cet anticléricalisme plutôt relatif n'était pas encore celui protestant qui allait remettre en question la scolastique en tant que telle, quoi, disons. Mais par contre, c'est vrai qu'ils ont pu poser des germes et qui ont dégénéré. D'ailleurs, c'est le cas un peu des luthériens avec Erasme qui lui reprochaient, mais quelque part, vous nous avez ouvert un boulevard et pourquoi vous ne nous suivez pas, quoi. Il continuait de vouloir se définir catholique, Erasme, alors que les autres lui disaient non, vous avez commencé à chambouler les choses, faut venir avec nous. Mais la scolastique, d'un autre côté, on peut dire, a eu raison de pouvoir purifier un peu les choses, comme le christianisme le fait obligatoirement. Donc voilà, malgré certaines scléroses ici ou là, on peut quand même ne pas mépriser et les uns et les autres d'ailleurs. Et bon, après, c'est dans les choses politiques, vous savez, il y a l'ordre contingence qui fait que c'est plus élastique que les dogmes, hein, pour le coup. Hein. Et le Jean ultramontain en moi, évidemment, reconnaît que être très cultivé mais laisser son âme, on y perd au change, ça c'est évident. Par contre, en revanche, être très cultivé et conserver l'état de grâce, là c'est encore mieux. Et dans cette distinction entre nature des grâces, l'étude des sciences profanes, etc., finalement, toutes ces études de la Renaissance ont contribué un peu aussi à établir, même comme on le voit chez saint Thomas ou Dante Alighieri, de pouvoir distinguer ordre naturel et surnaturel, comme on le connaît dans la doctrine sociale de l'Église, même actuelle, pré-Vatican II, évidemment. Ici, rendant tout particulièrement grâce d'ailleurs aux écoles jésuites qui, pendant au moins 3 bons siècles, ont su faire cumuler cet enseignement humaniste chrétien, entre guillemets.
Même d'ailleurs le père Calmel le reconnaissait dans ses ouvrages au travers des écoles et qui aujourd'hui sont disparus. Hein, c'est ce qui nous manque cruellement. Également aussi, on pourrait dire que la supériorité des Européens sur les Asiatiques notamment, qui ont un esprit assez de, comment dire, mathématique, voilà, oui c'est ça, un peu de mimétisme aussi, etc. Finalement, notre supériorité, on la doit à de pouvoir mettre une chose raisonnée derrière tout ce que l'on croit. C'est ça qui fait notre force et notre supériorité pour le coup philosophique. Hein. Voilà, cet art de raisonner qui fait que notre culture populaire est à la fois une culture universelle, une haute culture, et après, comme on dit, on a toujours les qualités de nos défauts. Je pense que les Blancs ont des déterminismes très universalistes, donc on a tendance à même penser sur les peuples des autres continents, de dire oh, ils pensent comme nous, oui, comme un peu ceux qui méconnaissent le christianisme et l'islam, ils disent oh oui, c'est comme nous, mais voilà, avec deux, trois détails près, alors que si on s'y intéresse de près, c'est très différent. Ben voilà, là c'est un peu ça le truc. Et ça donne le gauchisme de beaucoup de blancs aujourd'hui, c'est ça, hein. Ils ont des déterminismes qui en soi universalistes peuvent être bien, mais ils sont tellement dégénérés que voilà, comme toujours, c'est une question de mesure sur ces choses-là. Donc je reviens un petit peu dans le thème philosophique avant de parler de la période moderne, et je conclurai là-dessus d'ailleurs, sur cette transition, donc un peu humanisme renaissant et voilà, le siècle des Lumières en soi, quoi, la modernité philosophique, la franc-maçonnerie qui arrive. Et d'ailleurs, chose assez révélatrice, on peut remarquer que les historiens anglais ne distinguent pas Renaissance et période contemporaine. Quand ils disent période contemporaine, c'est les deux contenus dedans. Donc ils ont une fourchette plus large et qui peut-être trahit quelque chose en effet. Pour ce relativisme, on peut commencer à remonter à Protagoras, même si, attention, il va falloir faire quand même des distinctions, 5e siècle avant Jésus-Christ. Dans son traité sur les dieux, il dit, touchant les dieux, « Je n'ai aucun moyen de savoir s'ils existent ou s'ils n'existent pas. » Agnosticisme. Autre citation, « L'homme est lui-même la mesure de toute chose. » Et quand on lit ça, je veux dire, sur une petite phrase, on se dit, c'est déconcertant de modernité. On entend sur ces peu de mots, je veux dire, tous nos relativistes modernes, quoi. Ce qui est sûr, c'est que, après, pas d'amalgame, si, comment dire, Protagoras voyait une espèce de demi-sirène débarquer en train de lui dire voilà, alors moi, c'est mon identité de genre, etc. Non, mais je veux pas faire parler les morts, mais ils ne comprendraient pas ce qui se passe, ça c'est certain. Donc le relativisme moderne, comment dire, n'existait pas, ça c'est sûr. En revanche, il y a pu avoir peut-être quelques germes qui ont été très amplifiés. On a l'impression que les modernes ont lu ces auteurs en les prenant au mot, alors que la philosophie, des fois, c'est très compliqué, et même cette citation-là ne veut pas forcément dire ce qu'elle dit, hein. C'est toujours comme ça. Et après, oui, en marge, donc les sophistes ont en quelque sorte posé certains jalons. Mais si on cite, par exemple, autre exemple, Pétrarque, donc là, humanisme de la Renaissance, il dit, dans cette formule ambiguë, qu'il faut que l'individu se tourne vers lui-même dans le souci de s'inventer. Donc là, on s'est dit, voilà, pareil, théorie du genre, ça peut le faire dans le souci de s'inventer, je m'invente, je suis ce que je veux, etc. Mais là, lui, il entend par là s'imposer une droiture. Donc là, c'est tout autre chose. On a vraiment l'impression que les modernes les ont lus et les ont pris au mot, quoi. Sens premier, sens primaire. Même Pic de la Mirandole, quand il propose de dépasser la nature humaine, il ne s'agit pas du tout de nier l'ordre naturel pour ce qu'il est. Non, au contraire d'ailleurs, ça peut être le langage du christianisme, pour des raisons politiques, même le langage du fascisme politique, de dire que on limite la nature humaine, on limite nos basses passions pour pouvoir s'élever plus conséquemment, quoi, faire des choses plus profondes, plus utiles, meilleures, bonnes, etc., justes. Et enfin, les gauchistes, évidemment, abusent sur la Renaissance quand ils disent... bon, il y a aussi les francs-maçons qui abusent. Il y a eu un peu comme ces auteurs chrétiens qui ont voulu parler d'un Virgile chrétien comme eux, il y a eu les francs-maçons qui ont voulu parler des renaissants comme des francs-maçons comme eux. Alors Dante Alighieri, pareil, c'est soit un pré-franc-maçon, soit un franc-maçon, Pic de la Mirandole, enfin il y a toute la liste. Et en fait, ils ont voulu récupérer un peu leur intelligence à leur manière. C'est un peu le même phénomène qui s'est produit à ce moment-là. En revanche, comme je disais avec le relativisme moderne, si on parle de la Renaissance, ah oui, ils étaient pour le droit des femmes parce qu'ils voulaient qu'elles soient scolarisées, contre la scolastique d'ailleurs. Maintenant que les choses sont faites, moi j'allais dire c'est pas plus mal. C'est mieux de rencontrer une femme qui a quand même un minimum de bagage culturel pour pouvoir échanger avec elle aujourd'hui, maintenant que c'est fait, hein, je veux dire. Alors qu'à l'époque, bon, bah, peut-être qu'être contre, pourquoi pas. Mais ça fait
naître quelque chose qu'on le connaît aujourd'hui, sauf qu'il n'y avait pas d'école mixte ou toutes ces choses-là. Et d'un autre côté, s'il n'y a pas du tout de droit des femmes comme on l'entend dans les modernes, au contraire, c'était du Saint-Paul et du Saint-Paul plus plus. Parce que, genre, je ne sais plus c'était quel humaniste d'ailleurs de la Renaissance qui citait Saint-Paul en disant bon, les femmes, c'est bien voler à l'église, et qui rajoute à sa sauce et aussi pas trop bavarde en place publique, quoi, grosso modo. Donc Saint-Paul plus plus chez les humanistes de la Renaissance, là aussi, pas de confusion. Ceux qui nous disent ça l'a fait naître, non, ce sont des gens azimutés. Ils font une randonnée, on lui dit le chemin il est là, il a coupé, il s'est retrouvé dans les broussailles, le type. Donc en vrai, je n'ai rien trouvé qui les satisfasse pleinement là-dedans. Après, c'est revenu de mode avec la Prisca Theologica. Ça aussi, c'est le genre de thème très compliqué, au fait très averti quand on l'étudie. Donc on laissait ça à la scolastique à l'époque, puisque ça peut comprendre des hérésies, d'ailleurs toutes guénoniennes, par exemple, toutes guénoniennes. La vérité aurait été révélée au peuple de l'Antiquité. Ça, c'est un premier point. Et autre point, ils vont dire que au-delà de la différence des peuples et des religions, même vous pouvez prendre christianisme, islam, etc., ils vont dire il y a comme une vérité ultime cachée à l'intérieur de chacun d'entre eux qui remonte comme une pyramide. Et là, tout en haut, vous avez en fait cette vérité qui nous illumine et machin. Donc il y a des trucs totalement délirants. Ils ont récupéré aussi Pythagore à leur manière, donc le délire des chiffres, et également la Kabbale juive, très présent dans la franc-maçonnerie, tout ça. Ils ont contenu tout ce paganisme païen dans un sens qui n'est pas assimilé par l'Église, et toutes ces références judaïques, etc. Donc de la Renaissance à la franc-maçonnerie, on peut trouver un certain lien tout de même si, comme je disais, il n'y aura pas l'humanisme abstrait que l'on connaît de nos jours, là je donne une définition philosophique, mais il sera, comme je disais, récupéré, amplifié à la sauce ésotérique, gnostique, occultiste et tous les sujets qu'on leur connaît. Donc des germes qui nourriront en partie la Révolution, ça c'est sûr, mais de cet anticléricalisme relatif, là on passe à un antichristianisme viscéral, sauf peut-être Rousseau qui était philo-chrétien à sa manière, tandis que Voltaire ou d'autres étaient en revanche très très hostiles. Ou même Montesquieu en disant que hors de l'Église, point de salut s'opposait à la démocratie. Ça c'est pas mal et c'est très révélateur. Et d'ailleurs tous les sujets que pouvait traiter Pic de la Mirandole se retrouveront quelques siècles plus tard dans la franc-maçonnerie. Ça, c'est aussi un point qu'on peut signaler. Après, il y a la récupération maçonnique, comme je disais, de pouvoir piocher là-dedans et de l'utiliser à sa manière. Mais bon, de parler des renaissants comme des francs-maçons, là, c'est de l'anachronisme. Et comme toujours avec l'anachronisme, il ne faut pas trop s'y fier, un peu comme les traductions littérales de textes sur Google Traduction. Voilà, c'est bien, mais il ne faut pas s'y fier. Et, notamment, ils ont repris l'œcuménisme de vouloir mélanger Platon et Aristote. Ça, c'était un grand thème de Pic de la Mirandole qui le faisait à sa manière. Mais voilà, tout ce qui est un peu œcuménique, ils l'ont récupéré. Quand je parle d'humanisme concret et d'humanisme abstrait, pour entrer petit à petit dans une définition un peu plus philosophique, déjà, il y a deux exemples historiques que je donne comme ça. Le fondateur, bien moderne, c'est de ce nouvel humanisme, on peut dire. C'est un oxonien, Schiller, avec son livre Depuis Londres en 1912, Essai philosophique humaniste. Il s'attache au courant de rhétorique, évidemment, et qui sera traité par Jagger comme une païdéia un peu viciée tout de même si on peut le reconnaître, la naissance de la rhétorique, entre autres choses. L'expression humaniste abstrait même a été sortie, on peut la retrouver de temps à autre, ici ou là, par un philosophe gauchiste, Claude Lefort, ça c'est en France. Il entendait par là le fait d'être partisan du libéralisme politique, mais même contenu avec le subjectivisme dans le lot, etc. Donc j'entends par concret tout ce qu'il y a de vrai dans les considérations sur la nature humaine, sur l'homme, sur l'ordre du monde, de ce qui est bon, de ce qui est juste dans l'humanisme philosophique et historique. Et par contre, par abstrait, là, toute construction idéologique fausse, qui ne colle pas à la réalité, qui délire, qui tente à nier la nature ou à nier la surnature au nom de la nature. Après, vous avez toutes les écoles, pour ça, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, ce délire humanisme abstrait, aujourd'hui, se réduit à quelques devises, il faut bien le dire. C'est le philanthropisme, les droits de l'hommisme, etc. C'est uniquement ça. Le millénarisme George Soros avec les migrants qui vont nous apporter la paix. À part ça, je veux dire, il n'y a plus rien d'humaniste aujourd'hui. Je veux dire, c'est du vide complet. Il reste 2-3 JPEG en fond d'écran, c'est tout.
Donc certes, cette définition est à étayer, mais je pense qu'elle est déjà assez honorable. Et Léon Daudet canonne comme suit ce type de pensée en parlant de Kant. La faculté intellectuelle kantienne a détruit sur quoi est fondé l'humanisme. Vous savez quel est le fondement du kantisme? C'est la distinction entre le sujet et l'objet. Or, le fondement du jugement chez nous est ce qu'on a appelé l'adaptation, et ce que l'on a appelé chez nous l'adaptation, comment dirais-je, la concordance exacte du sujet et de l'objet. Adequatio rei et intellectus. Donc voilà un humanisme concret, en citant d'ailleurs saint Thomas d'Aquin d'ailleurs. Tandis que l'humanisme des dites Lumières vont signifier l'abandon de Dieu, évidemment, pour la loi des hommes, mais une loi des hommes toute correspondant au moment et toute subjective, donc en partie viciée, qui est en partie la ruine de la culture, de la désagrégation sociale, et toutes ces choses-là qui ne vont pas tarder à arriver. Quand vous commencez à poser de mauvais socles, de toute manière, je veux dire, c'est comme les pieds d'une table, ça finit par s'effondrer par définition. Après, il y a ceux qui ont nié, comme je disais, qui ont accepté l'ordre naturel, mais qui ont dit que l'humanisme ne devait pas outrepasser les limites de la nature humaine aussi. Ça, c'est un des points pour s'opposer à l'Église, de dire on ne peut parler que de ce qui est perceptible par les cinq sens. Or, je veux dire, il y a des choses qui sont vraies qu'on ne peut pas voir physiquement. Même peut-être monsieur est en train de penser, je ne le sais pas, je ne peux pas voir la pensée voltiger comme ça. Il y a des choses qui ne sont pas sensibles mais qui existent réellement. Donc voilà, tout ne se réduit pas à l'état de pure nature et de réflexion extérieure. Or là, il y en a qui veulent plancher là-dessus par anti-réalisme, anti-christianisme, etc. Je peux comprendre aussi aujourd'hui le rejet qu'il peut y avoir de l'humanisme, puisque comme je le disais, il signifie plus rien. Le mot est usé jusqu'à la corde, etc. Ou sinon, il y a une indifférence générale, disons. Puis aussi, et surtout, c'est qu'il est porté par des incapables, des bons à rien, des gauchistes, et en plus des gens, des universitaires, à bac plus 15, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Donc les gars, voilà, ils ont une grosse formation, mais ils sont nuls. Et ça, c'est terrible d'ailleurs, parce que vous imaginez quelqu'un qui parle bien, qui est bon orateur, etc. Alors sur la forme, ça porte bien. On se dit, ah tiens, il faut l'écouter celui-là. Et ce qu'il dit est nullissime, quoi. Alors, c'est vrai que la forme soutient le fond, mais alors si le fond est nul, c'est catastrophique, par définition, quoi. Et cette crise de l'intelligence est sans doute la plus grave, et Paul Valéry, d'ailleurs, dans le document que j'ai cité, et que je vais continuer de citer brièvement, en traité comme la crise la plus insidieuse, la plus mortelle, quoi. Et finalement, tous ces documents que je cite convergent, c'est ce qu'on peut se dire. Dans la période moderne, ensuite, on peut trouver nos humanités récentes, de toutes les langues néo-latines en ont, dont les humanités françaises, évidemment. Là, je sais pas, je parle depuis combien de temps, donc vous êtes un peu fatigué. Je vous réveille en parlant, par exemple, des Juifs et d'Adolf Hitler. Donc là, voilà, vous êtes réveillés, et je peux embrayer sur mon sujet. L'auditoire est réactif, c'est bon. Donc, chose non négligeable, évidemment. Après, on peut reconnaître à chaque peuple, une certaine variante dans ses humanités. Les Espagnols ont été très bons dans le domaine du tragique, comme les Grecs, les Italiens, à leur manière. Tous contribuent à une certaine forme d'humanité particulière, bien qu'il se veut universel. En Gaule, pour en venir à nous, on peut dire que les Gaulois ont été très hostiles par le fait d'écrire. Donc c'était mal vu. Il fallait rester sur la transmission orale à cette époque. Les seuls qui ont écrit, ça a été les druides, et encore, c'est assez sporadique là aussi. Et c'est après la romanisation que là, on a eu quelques Gaulois qui se sont mis à rédiger. Et voilà, sinon ce sont des exceptions très, très rarissimes. Dans la diffusion de la culture classique, on a plein de têtes en France, et même certaines qui sont douteuses, il faut l'admettre. L'abbé Félicité de Lamennais, par exemple, avant d'être moderniste, a été traditionnaliste. Donc il a eu un changement, et là aussi on peut dire, quelquefois, peut-être que la culture classique, il a été influencé par des choses mauvaises par lesquelles il fallait peut-être pas passer, mais toujours est-il que là, il a bien aidé à la diffusion même de l'imitation de Jésus-Christ, là, qui est utilisée par tous les tradis. C'est lui qui l'a traduit, je sais pas ce que ça vaut, mais bon, on n'a plus que ça. Et si c'est un cas controversé, voilà, lui aussi il a réactivé un peu Dante dans toutes les traductions, etc.
Sur les humanités latines et la littérature française, on peut citer Léon Daudet qui en parle très bien. Le discours dont je parle depuis tout à l'heure, d'ailleurs, il l'avait tenu à la Chambre des députés. C'était le 27 juin 1922. C'est pour ça que ça résonne un peu comme un discours. Et il est le fils d'Alphonse Daudet, qui était le bras droit de Charles Maurras, pour information. Il y a un humanisme français magnifique qui compte, à mon avis, quelques-uns des plus beaux noms de notre littérature. Ici de Villon, Ronsard, etc. Ainsi, pourquoi aller chercher chez les Grecs et les Latins, pourrait-on dire, puisque nous avons déjà des modèles parfaits? C'est qu'il n'a pas été possible de lire Montaigne, de lire Rabelais, pour ne prendre que ces deux-là, sans la connaissance du latin et sans une certaine connaissance du grec. Le vocabulaire de Rabelais est une richesse infinie. Il comprend des termes tourangeaux, gascons, provençaux en très grande quantité. C'est presque un auteur félibréen, c'est-à-dire la littérature occitane, 19e, etc. Mes chers collègues, il me paraît impossible d'instituer un enseignement des humanités dites françaises sans un enseignement préalable des humanités gréco-latines. En fait, il faut pouvoir connaître cet héritage et même cette langue pour pouvoir comme humer toute la quintessence, en fait, même de nos humanités françaises et en langue française. Et en particulier du français, qui est quand même une langue romanisée, même s'il y a ses influences germaniques et gauloises. Toutes les prononciations de K qu'on peut retrouver dans Carlo, Karl, est devenu Charles en français. C'est le che germanique. Quelques historiens disent que d'ailleurs la langue gauloise a aidé à influencer en ce sens, et même les mots, la caméra, c'est devenu la chambre, etc. Même il a fait une promotion de la littérature occitane en disant « Il ne faut pas oublier qu'il y a une autre littérature française, qui est la littérature en langue d'oc. Il s'est trouvé qu'en dehors de la poésie des troubadours au XIXe siècle, cette littérature provençale qui a donné des auteurs, à mon avis, de premier ordre. » Il cite l'entourage de Mistral, en somme, avec Aubanel, Roumanie. Le maintien d'une littérature comme notre littérature de langue d'oc me paraît indispensable. C'est en effet un droit majeur. L'homme a le droit de parler la langue de son patelin, et c'est excellent pour sa formation intellectuelle. D'ailleurs, c'est excellent même de connaître au minimum 2 langues. Ça nous permet de connaître même 2 langues modernes assez proches, néo-latines, pourquoi pas, parce qu'on se rend compte qu'une langue est porteuse d'une certaine mentalité, l'air de rien. Vous n'avez pas tout à fait le même vocabulaire, tout à fait les mêmes définitions, ce qui fait que ça développe un peu votre mentalité, si vous voulez. Et sur la langue des patelins, on peut dire même que pour l'occitan en particulier, c'est une perte même pour la diplomatie française, puisque ça servait un peu d'intermédiaire avec l'Italie et l'Espagne, où on pouvait se comprendre plus facilement. Donc tout ça était même bénéfique à la France, malgré sa distinction, si vous voulez. Et si les régionalistes, autonomistes, etc., de chaque région, Occitane, Bretagne, Lorraine, enfin, quoique Lorraine, ils sont parfois un peu particuliers, bon, comme toujours, il y a différents mouvements, à collaborer et avec Vichy et avec le Troisième Reich, c'est parce qu'ils ont vu aussi des plans de régionalisation qui étaient prévus. Donc ça les intéressait. Et ces plans de régionalisation ne viennent pas forcément nier la nationalisation. D'ailleurs, Vichy ne parlait que de national partout. Hein. École nationale, police nationale, radio nationale. Je passe maintenant à l'hellénisme germanique. Je vais être plus succinct, mais on arrive à l'époque contemporaine. Et voilà, comme en 1933, tous les chemins mènent à Berlin, n'est-ce pas? L'humanisme moderne est italien d'origine et il est allemand d'excellence, en particulier, même si l'humanisme, évidemment, se veut universel tout court, attention. L'Italie a travaillé un peu plus le côté grammatical, littéraire, et par les Allemands, il deviendra déjà plus tangible, ou du moins plus scientifique, historique, philosophique, là où les Florentins, c'est la majorité de l'humanisme italien, sont restés bloqués sur quelques chimères, si vous voulez, par rapport à la culture classique. Comme je le disais, bien qu'ils en fussent les initiateurs, ils furent plutôt dépassés par cet hellénisme allemand qui a été revenu sur ces terres au XIXe siècle d'abord, et au XXe siècle, il y a comme un aboutissement de ce courant par le grand maître Werner Jaeger, n'est-ce pas? Donc cet humanisme-là, et le troisième humanisme, on pourrait dire, donc historiquement, si on traite les choses. Il y a même pas mal de mots qui nous viennent de là, la naissance de l'écologie. C'est pas du tout, là aussi, un délire de gauchiste à la base. Et écologie, c'est quand même l'équilibre du monde. À la limite, ça pourrait tout à fait coller avec l'état d'esprit thomiste, d'ordre naturel, avec la droite nationale en général. Même les mouvements réactionnaires, très souvent, ont été en faveur de la paysannerie contre les excès de l'industrie, sans forcément remettre en question la technique, mais en tout cas le tout technique.
Et tout ça, finalement, bon, il y a tout un héritage de, comment dire, sur l'agriculture, sur l'écologie, qui est en réalité très réactionnaire. Donc aujourd'hui, tout est imposture, tout pourrait être bien, l'humanisme, la science, toutes ces formules qui aujourd'hui pour nous sont gauchisées, pourraient être excellentes. Et en fait, la définition derrière est foireuse. C'est incroyable, quoi. Tout est imposture. Tout est imposture. Même écologie, j'ai aucune hostilité avec le mot, je pense même qu'il faudrait le récupérer. Mais là, voilà, usé jusqu'à la corde, machin climatique, machin. Voilà. Au XXe siècle, donc ça culmine avec Bernard Jagger, je disais, on peut remarquer que historiquement, l'Europe du Sud a eu la première place en termes de haute civilisation, d'abord avec la Grèce et Rome. Et ça s'est gentiment déplacé petit à petit après la fin de l'Empire romain. Où voilà, petit à petit, il y a eu les invasions franques. Ils ont repris le principe impérial romain, d'ailleurs. Saint-Empire, ça se voulait une résurrection de la chose, qui est le premier Reich, deuxième, troisième Reich, résurrection de la chose, même si évidemment ça s'exprime de manière plus récente et différente, hein, après, je veux dire. Et bien, évidemment, là, petit à petit, ça s'est déplacé un petit peu, ce pôle Athènes-Rome à Aix-la-Chapelle, disons. Donc c'est cette Europe carolingienne, cette Europe de l'Ouest, qui est encore celle actuelle. Dans l'Antiquité aussi, on peut citer comme le cardinal Faulhaber le moquait. Bon, il citait personne, hein, mais dans le Troisième Reich, il y avait Himmler, par exemple, qui avait tendance à vouloir visiter tout ce qui pouvait être des vestiges de culture païenne antique et qui ressemblait à rien. Parce que forcément, à cette époque, les Germains valaient civilisationnellement pas grand-chose, si on comparait en tout cas face aux Romains. C'est sûr. Donc lui, il était fanatique à une époque où les Germains devraient moins s'enorgueillir, a priori. Donc là, voilà, faut voir les pôles de déplacement, comme je disais précédemment. Mais ce 19e siècle a été une grande avancée en fait, scientifique, technique. Il y a eu les études indo-européennes, d'ailleurs, qui ont pu être établies. Donc là aussi, les thèmes qui sont présents même dans le national-socialisme ne viennent pas de nulle part. Quand on parle d'un régime, il faut voir dans le temps, pour le comprendre d'autant plus. Il y a l'entre-deux-guerres allemand, révolution conservatrice, qui est toute l'opposition à la République de Weimar, encore précédemment. Donc ces études indo-européennes, tout à fait rationnelles, etc., et qui ont d'ailleurs été mis sur liste noire, comme d'autres sujets depuis. Hein. Ah, mais vous parlez des Indo-Européens, ah oui, les Blancs, ah oui, suprémacisme, machin, ça mène où on sait, etc. Et là, bon, bah, vous êtes morts. Et post-45, en fait, c'est tout cet héritage qui va être mis à la corbeille. C'est incroyable comment, en quelques générations, avec les boomers, en même pas un demi-siècle, les types ont pris 2000 ans d'histoire civilisationnelle, ils l'ont mis à la corbeille comme sur PC et ils ont vidé la poubelle en plus. Parce que maintenant, on va réactiver tout ce qui a été détruit avec nos gamins de 20 ans qui sont tous analphabètes et tout ça. Il y a un travail immense qui a à refaire. Alors du coup, la tâche est cyclopéenne, mais en même temps, on pourrait dire que c'est enthousiasmant. Il y a un côté enthousiasmant et catastrophique. Donc voilà, sur romanité et pangermanisme aussi, je soulignerai un point. J'ai l'impression que la romanité est peut-être plus à même d'être universelle et donc d'être compris de tout le monde, tandis que les Germains ont peut-être une culture plus particularisée. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inférieurs ou quoi, peut-être une haute culture plus particularisée, tandis que l'autre peut être compris plus facilement. Et ça peut s'articuler, hein, comme du temps de Charlemagne. Et même pour l'expression mussolinienne, ça peut être exporté, tandis que voilà... Tonton disait c'est pas un article d'exportation, alors que le fascisme politique peut être compris et avoir d'autres expériences dans le monde entier, jusqu'en Amérique latine et le reste. D'ailleurs, on pourra dire que, après c'est comme les contingences, mais Franco, lui, pour le coup, était un grand militaire et très pieux, mais en revanche inculte, comparé à Hitler et Mussolini qui étaient des gens très cultivés. Et pour le domaine politique, je pense que ça a quand même son importance de connaître un minimum sa population, sa culture, le social, d'essayer d'élever la population et tout ça. Et là, ça a été peut-être trop absent, en sachant que les phalangistes ont été assez écartés du régime. Donc sur ce professeur Werner Jaeger, pour vous citer la source, c'est cet ouvrage-là, d'ailleurs, Humanisme et théologie. En fait, c'était une conférence qu'il avait donnée aux États-Unis à un collège catholique qui fêtait saint Thomas d'Aquin, donc c'est aux alentours du 7 mars. Hein. Il n'y a plus la date exacte, mais c'est ça. Et en 1933, donc attention, le temps de Tonton, le temps des heures sombres, de l'ère des pyjamas rayés et des abat-jours et de toutes sortes d'autres matières, n'est-ce pas ?
savon. Alors comme je parle depuis longtemps, je vais éviter la minute de silence, hein, il faut qu'on avance quand même. Mais voilà, et je n'exagérerai pas en disant que Adolf Hitler était humaniste, c'était un peu le discours de Vincent Renoir, hein, en disant il était contre le développement nucléaire, alors que les Américains l'ont développé et l'ont utilisé. Donc quelque part, lequel est le plus humaniste des deux? Ou encore ce gros troll de Pierre Desproges déguisé en Adolf Hitler et qui il fait une mine toute tristounette comme ça. Et là on le voit revenir et il dit, vous voyez, même Adolf Hitler est capable de sentiments humains. Donc c'est un humaniste. Donc jusqu'à nos jours, je dirais que nous sommes toujours assez modernes. Donc d'où l'importance d'être classique, parce qu'au moins c'est intemporel, universel, désolé, je me répète, mais au moins ça rentrera dans le crâne, ça m'évitera de vous frapper la tête à coups de marteau. Donc soyons classiques à cause du fait d'être toujours moderne, et ça c'est vrai, je dis on est toujours un homme de notre temps. Hein. On voit mal les jeunesses hitlériennes jouer à Super Mario, mais bon, des jeunes modernes d'extrême droite, bon, pourquoi pas. Également, on peut retrouver que ces régimes ces régimes précités, hein, se sont inspirés en partie, je ne dis pas qu'ils ont réactivé la culture classique, quoique, mais de cette culture classique à travers l'athlétisme. Par exemple, quand on voit les Jeux Olympiques de Berlin et Sparte, en fait, il y a un peu de la copie, ou les statues du fascisme italien, par exemple. Voilà, ça c'est une sorte de réactivation de la chose, même dans l'architecture, ça s'exprimait dedans du temps de l'Italie. Trouver architecture traditionnelle et moderne et celle typiquement du régime qui elle-même s'inspirait de toute façon des Romains. Donc comme j'ai envie de dire, certains régimes réactivent certaines choses. Mais il faut se garder de tout complotisme, surtout complotisme de gauche, qui est le plus répandu et le plus autorisé, qui consiste à voir, n'est-ce pas, des nazis sous les tapis et cachés derrière les murs. Certains voient des extraterrestres juifs, ça c'est complotisme un peu plus à droite, et d'autres des nazis. En tout cas, du fascisme, ce que j'aime et ce que je retiens, ça serait ce mélange de formation élitiste et en même temps populaire. Ça c'est vraiment le point à retenir et sur lequel il faut plancher. Je clique sur j'aime, je commente, je partage, je diffuse le lien par mail, etc. Dans 3 siècles de littérature néerlandaise, on peut citer par rapport au nord de la France, dans le nord de la France, d'ailleurs l'ami l'a diffusé et traduit, l'ami Wesser, c'est à propos de la Flandre, donc au XVe et au XVIIe siècle. Je vous cite un court passage. Il dit « Beaucoup des membres des chambres de rhétorique n'étaient pas des intellectuels professionnels, mais des maçons, pas des francs-maçons, des maçons, des drapiers et des bouchers. Peu importe la qualité de la production culturelle, ce qui importe, c'est qu'à un moment donné dans l'histoire, il y a eu de nouveau dans cette terre d'Europe d'humbles artisans capables à la fois de perler leur ouvrage et d'avoir assez de jugement et de culture pour entendre une pièce de théâtre ou un discours philosophique. La civilisation est ici et elle n'est pas ailleurs. Elle est là quand la culture et la chose publique deviennent l'affaire de tous et non de quelques-uns. » Je poursuis avec Léon Daudet à propos de l'humanisme. Vous allez voir, ça se complète magnifiquement. Il dit « Ce qui est important dans l'éducation, ce n'est pas la réussite, c'est l'effort. Il y a de l'or dans les enfants du peuple. Cet or, il faut l'amener à la surface. » Également avec Paul Valéry, toujours sur cette juste démocratisation, en mettant à part l'égalitarisme bidon des nullités, où tout le monde devrait avoir 20 sur 20, même quand il est analphabète, etc. Tout ça, on le met à part, juste démocratisation. Il dit « La petite région européenne figure en tête de la classification, en disant que par là, toute la culture, toute l'intelligence y est passée, ou, s'il te plaît, l'ami, toute l'intelligence y est passée depuis des siècles. Malgré sa faible étendue, si vous regardez géographiquement une photo, l'Europe, c'est un petit cap du continent asiatique qui est énorme. Et quoique la richesse du sol n'y soit pas extraordinaire, elle domine le tableau. Par quel miracle ? Certainement, le miracle doit résider dans la qualité de sa population. Comme l'Européen appartient généralement à quelques nations qui a plus ou moins dominé le monde à son heure et qui rêvent encore ou de son César, ou de son Charles Quint, ou de son Napoléon, il y a en lui un orgueil, un espoir, des regrets, toujours prêt de se réveiller. Il disait ça dans l'Européen, c'est d'ailleurs un document que je peux citer, mais vraiment je vous recommande d'aller le lire en entier, ça vaut le détour. Niveau littéraire, niveau principe d'ailleurs.
Dernier point d'ailleurs, et je vais conclure, et je pense qu'il faut réactiver l'idéal d'honnête homme, là aussi c'est thème très présent là-dedans, et qui a eu pour origine donc Kalos Kagatos, d'abord les Grecs, beaucoup plus répandu ensuite, l'ami qui se marre, à l'apogée de l'Empire romain, donc le 2e siècle, et c'est ce que va réactiver, l'air de rien, la Renaissance italienne avec le Galantuomo. Ensuite vous avez l'honnête homme François, l'Hidalgo ibérique, et enfin le gentleman anglais. Ça veut dire que historiquement, les renaissants italiens ont réactivé ce modèle d'homme, et qui fait partie de la culture classique, et les Anglais ont comme assimilé ça pour couronner le tout, si vous voulez. Et ça se ressent aujourd'hui jusque dans la tenue qu'on doit avoir, l'attitude, et même le complet, par exemple, ça. Le fait d'avoir le pantalon, la veste et le gilet, c'est le complet moderne est anglais. Ça vient de là, et comme quoi il y a des choses, des fois on ne le sait même pas, on le porte, on le pratique, mais c'est comme ça. Voilà pour avoir une culture enracinée et populaire et universelle, l'un n'empêche pas l'autre, élevé au plus haut point de civilisation, et d'ailleurs c'est là aussi un prochain numéro des Écrits de Paris. Maintenant, il est venu le temps de conclure, pas le temps des cerises, le temps des fleurs, mais voilà, donc depuis, c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je n'avais pas fait de conférence, il n'y a rien eu depuis le mois de novembre, mais en même temps, j'ai envie de dire que ça prépare du temps, parce que j'aime bien étudier pour pas faire n'importe quoi, et pas vous préparer une soupe mal réchauffée ou trop de répétitions. Et en plus, voilà, je suis très pris entre le travail, les études, chaque matin, voilà, entre deux rites ésotériques avec le portrait d'Adolf Hitler dans ma chambre. Enfin voilà, ça prend pas mal de temps. Et après tout, on ne peut pas être partout, on ne peut pas être au four et au moulin, et encore moins en 1940. Donc là, j'ai exposé comment saisir surtout le positif de l'humanisme en tant que catholique. C'est la conférence en même temps d'un laïc catholique, hein, je ne peux pas aller à l'encontre de ce que je suis, et c'est pas forcément le cas de tous les auteurs que j'ai recommandés, d'ailleurs, hein, je m'en suis simplement nourri. L'idée de comprendre ces humanismes sert aussi à pousser les thomistes d'un côté à s'y intéresser, à ceux qui aiment la culture classique à s'intéresser au thomisme. Je dis thomisme, mais c'est un synonyme de catholique dans ma bouche. Donc culture classique et moderne, et bon, même si ces sujets sont peut-être en puissance dans la droite nationale, j'aimerais qu'ils soient bien plus répandus, je trouve que c'est trop omis, même pour le mouvement de Deus Vult, ça j'aimerais bien, je vais pas tarder à aller voir dans 2 semaines, d'essayer d'impatroniser un peu le truc. Il y a quelques gars qui étaient là en plus à la fondation, dont moi. Et cette littérature donc être notre viatique, c'est-à-dire qui soutient les besoins de l'existence. Elle aidera à nous donner des modèles d'intelligence, d'héroïsme, de sainteté, la formation du caractère, la noblesse, devenir pleinement homme, d'où humanisme. Et comme les générations qui nous précèdent ont dilapidé l'héritage, ils n'ont rien transmis parce qu'en fait ils ne possédaient plus leur culture, ils étaient même, je pense, paumés. La génération de la guerre a trop souffert, elle n'a pas trop... Pardon, enfin, je parle même d'égoïsme. Hein. La génération de la guerre a trop souffert, du coup, elle a vendu un peu trop les études et la jouissance directe à leurs enfants, et puis là, ça a donné ce à quoi on a droit depuis. Hein. C'est très résumé, je ne vais pas faire une conférence là-dessus, mais vraiment, ils n'ont pas transmis ce qu'ils ne possédaient plus, tout simplement, ou transmis des bribes, ceci, cela. Hein. Donc la tâche est rude, la tâche est longue, pour ne pas dire cyclopéenne, mais c'est ce qui est enthousiasmant, et donc je vous exhorte vivement à comment dire, développer ces lectures que j'ai recommandées. Également, vous pouvez visiter ça sur les différentes catégories de mon site, Intégralisme Organique. J'ai diffusé, bon le mieux c'est même limite de lire ces petits bouquins, surtout que ceux-là pour le coup sont petits. Hein. Et j'ai en effet des extraits en retenant l'essentiel, c'est-à-dire que c'est réduit par 2. Surtout cela sur le site d'Intégralisme Organique. Donc voilà, vous allez voir les catégories entre Humanitas, etc. Et là, vous pouvez creuser un peu les sujets. De toute façon, je fais assez peu d'actualité, plutôt des choses de fond, ce qui fait que ça fait peut-être moins de vues, mais en revanche, c'est intemporel. Donc même si c'est publié en 2016, voilà, on peut le lire, il n'y a aucun souci. Donc je vous exhorte vraiment à cela. Et puisse ce document, entre autres, rendre de signaler service à nos contemporains, comme ça a été le cas pour moi, sans vouloir te déranger l'ami. Donc merci à vous, merci d'être venu. Et puis si vous avez quelques questions, je suis tout oui, si on n'a pas été trop long.
fais du bruit, toi, quand tu débarques. Hein. Il faut te tenir. Hein. Samuel. Est-ce que tu pourrais nous résumer ce que c'est l'humanisme, en fait? Bah, là, c'est des résumés. C'est une bonne conclusion, effectivement. C'est sûr, mais en même temps, j'ai résumé à chaque chapitre. Mais... Une conclusion générale, ouais. C'est vrai. Donc, humanisme au sens philosophique, comme je le disais, ça va être la nature humaine, ce qu'elle est réellement, tout ce qui est bon et juste dans cet ordre-là pour développer l'homme. Et au sens historique, ça va être toutes les incarnations qu'il y a pu avoir de ces périodes humaines et qui vont venir l'enrichir avec ses hauts et ses bas, très certainement. Mais du coup, l'humanisme, et même l'humanisme chrétien, c'est ça, quoi. C'est l'appréhension de la culture antique païenne, l'étude de celle antiquité chrétienne, la comparaison avec les deux. Et paf, ça fait pas des chocs à pic, mais ça fait l'humanisme chrétien, quoi. Ce qui apporte la grâce. Ce qui apporte la grâce. Oui. C'est savoir ce qui... Ça prépare le terrain. Voilà. Ce qui est beau, grand et noble dans l'ordre naturel. Ça, c'est l'humanisme païen. Et après l'humanisme chrétien, c'est l'homme naturel transfiguré par la grâce. Qu'est-ce que la grâce peut t'apporter pour devenir meilleur encore une fois après avoir connu l'ordre naturel? Voilà. Et cette formée, c'est pour ça qu'on peut pas. C'est vrai que la comparaison entre la littérature païenne et la littérature chrétienne, notamment au sens antique, est intéressante justement. Parce qu'on peut voir justement les deux systèmes de valeurs, les deux univers de valeurs en fin de compte. Donc l'honneur d'un côté, le péché de l'autre, et ce que l'un apporter à l'autre. Voilà. Et c'est ce qui peut servir à former une personnalité. Voilà, un homme digne de ce nom. Donc c'est se nourrir des grands modèles en fin de compte, devenir soi-même par les grands modèles, et païen, c'est-à-dire sans avoir connu la grâce, c'est-à-dire naturel, et puis après dans l'humanisme chrétien, en fin de compte, comment devenir croyant, parce que c'est que le christianisme a touché le cœur, a converti le cœur, donc ce que le paganisme n'avait pas fait. Le paganisme a connu la raison, mais n'a pas connu la conversion du cœur. Voilà. Et puis j'avais cité d'ailleurs avant que tu arrives Cicéron, la phrase sur Cicéron disant « Je ne suis pas Cicéron, mais c'est par lui que j'ai appris à être moi-même » en somme. Voilà. Ça va, très important. C'est c'est devenir le meilleur possible naturellement, c'est-à-dire en se formant sur des gens qui ont connu, des auteurs qui ont connu qui n'ont pas encore connu le Christ, et puis après se former sur des auteurs plus chrétiens, même pas chrétiens, c'est-à-dire sur les pères. Ouais, avec la patristique, voilà. Latine et grecque, ouais. Je pense que c'est vrai que c'est un sujet d'actualité, parce que c'est vrai qu'il y a une rupture dans la transmission. Ah oui, entre l'histoire et l'actualité, toujours une rupture, et qu'il faudrait essayer de refonder notre civilisation, aujourd'hui. Parce que c'est bien beau de vouloir faire la politique, ou faire proposer, ou vouloir combattre, mais il faut avoir quelque chose à proposer aussi. Hein. Est-ce qu'on n'a rien à proposer? C'est ça le problème. Alors qu'il faudrait revenir sur ça, sur cette tradition, sur ce qui est prouvé, classique, ce qui est traditionnel. Et c'est ça, tout simplement, la culture européenne, tout simplement. Ce n'est plus ni moins que cette dialectique entre christianisme et hellénisme. Voilà. L'ami Félix, tu voulais... Oui, il y a eu, comme tu l'as rappelé, un effondrement du niveau dans l'enseignement des humanités, et notamment en France. Parce que les étudiants dans la salle, dont toi, subis aux premières loges. Bien placé pour le savoir. C'est vrai qu'on est passé d'une époque où des gamins de 13-14 ans comme Rimbaud, leur devoir c'était vraiment d'écrire de la poésie latine versifiée. C'est quelque chose qu'aujourd'hui on n'attendrait pas d'un doctorant. Quelle solution justement tu imagines pour réactiver aujourd'hui Alors bon, j'ai pas mis ma tenue Superman, désolé. Mais oui, comme tu disais, c'était quoi la première partie de ton propos que je resitue? Le constat de l'effondrement de l'enseignement. Oui, dans l'école. Non, mince, il y a un point sur lequel je voulais réagir, bon tant pis. Bon, après, comment faire, j'ai envie de dire, il n'y a plus grand chose aujourd'hui. Donc il faut se baser sur ce que l'on peut. Et franchement, il n'y a pas de formule miracle. Déjà, se former soi-même. Et par l'apostolat, entre guillemets, même s'il n'est pas forcément religieux, même pour des thèmes politiques, l'apostolat, pouvoir aider les autres à s'élever, tout simplement. Le bien commun, c'est ça, d'ailleurs. Donc voilà, pas formule magique, là, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose de tangible. Après, voilà, les petites écoles, le mieux possible, même si c'est pas du lourd, il faut prendre conscience de toute cette décadence et s'organiser en réaction, mais surtout se former soi-même et aider les autres à se former. Ça, c'est le premier point, ça c'est clair. Et après, par une généralisation de celle-ci,
Alors après, je ne fais pas une ambiance communiste de lutte par le bas, mais il faut aussi que, en effet, parmi les élites, on arrive aussi à convertir le cœur et la raison de ceux qui peuvent être récupérables, parce qu'il y en a. Non, je pense qu'il va falloir s'occuper d'eux un peu différemment, on va dire. Mais voilà, c'est... Après, quand vous voyez que quelqu'un n'est pas réceptif, perdez pas votre temps. Faut le faire d'abord avec les gens qu'on aime, et ensuite les gens où c'est possible de le faire. Ou les deux. Donc, franchement, à part cette petite conquête, un peu comme la christianisation des premiers siècles dans l'Empire romain, conquête par le bas, et en espérant toucher l'élite petit à petit, ou l'incarner soi-même. Après, je me vois pas chef d'État, vous inquiétez pas. Mais voilà, j'aurais dit ça. Hein. Surtout se former soi-même, et partant, les conclusions que j'ai tirées. Après, voilà, abracadabra, je peux pas. Et effondrement de la culture classique, oui, voilà, j'allais dire, bah oui, tout a été mis à la poubelle, le latin est menacé, de moins en moins enseigné, voire plus enseigné, à vocation à ne plus l'être. Même les types de conjugaisons un peu compliqués, d'imparfait, du subjonctif et tout ça passe à la trappe, jusque idem en Italie, en Espagne. Bon, oui, il y a tout qui s'effondre du fait de l'inculture, du mépris de notre propre civilisation. Parce que c'est ça, hein, ces gens-là détestent ce qu'ils sont et ce que nous sommes incarnés. Hein, c'est ça qui est terrible. Hein. Le pire sont les Européens reniés. Ça, autant un ennemi qui est extérieur, bon bah c'est un ennemi qui est extérieur, mais alors celui de ton peuple qui est un ennemi politique... là aussi, c'est une maladie. Hein, c'est une maladie. T'as l'air impressionné, l'ami. C'est l'arabe qui est là pour ça. Ah, des propos d'extrême droite, là-bas, j'entends dans le fond de la salle. Alors, dites-moi, vous avez encore quelques questions, quelques développements, quelques peaufinements, quelques questionnements Ou alors on s'arrête là. Faut pas faire les timides. Hein. Je suis très ouvert, même si je ne suis pas gauchiste. Après, ouais, j'ai peut-être trop arrondi les angles, donc il y a plus. C'est bon, le sujet est bouclé. Faudra quand même lire ce que je vous ai recommandé, hein, quand vous avez le temps, évidemment, parce qu'on n'est pas. On est quand même pris. C'est bon pour vous tous même pas une question troll Il y a une formule magique. Hitler. non. Voilà, c'est ça. À la base, je voulais parler des humanités gréco-latines, mais finalement, ouais, j'aurais dû parler de ça. Quoi. J'ai un immense regret. Oui, d'ailleurs, tiens, on peut conseiller. Monsieur me demande qu'est-ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, il y a des méthodes autodidactes pour apprendre le latin, le grec, par exemple. Ouais. Jean-Victor Verne en latin. Méthode assimilée. Jean-Victor Verne en grec, le Doniani Verlander en latin. Il faut tout refaire, voilà, refaire cet héritage. Oui, bien sûr, le Delaney. Les méthodes assimilées sont pas trop mal, hein, la le méthode latin, l'ancien grec. Non, assimile en latin, elle est nulle. Mais en grec. Ouais, il y en a qui peuvent être foireuses. Même celle occitane permet de comprendre la littérature du XIIe siècle parce qu'il est ultra conservateur. Sauf les variantes de langue provençales. Il y a du bon aujourd'hui dans la modernité, c'est des documents. Voilà, tu peux écouter du grec en voiture, quoi. Ouais, tu peux écouter Xénophon en voiture. C'est vrai qu'il y a du bon sur ces choses-là, c'est sûr. Donc ils font tirer profit, je pense, ils doivent le faire. Dans la troisième partie là, de l'écrit de Paris, j'indique justement ce qu'il faut lire. Vous allez se former, mais il ne faut pas se former n'importe comment, uniquement sur l'universel, justement. C'est ce qui est admis classique, et pas sur Hitler, uniquement sur Hitler. Non, ça c'est la partie comique, l'ami. Il faut distinguer. Non, parce qu'une fois j'étais dans... Il y a l'ordre comique et il y a l'ordre sérieux. Le 4K. Non, parce qu'il y a il faut se former, mais ça veut dire rien, tout et rien dire, il faut se former. On ne se forme pas en lisant l'histoire de la franc-maçonnerie. Voilà, donc il faut se former, mais sur des classiques, justement, voilà. Voilà. Une sorte de comique de répétition. Il y a ça se fait à la fin, ça se fait à la fin, ça se fait pour le plaisir, 20 ans après. Il y a l'école des trolls et des cerveaux. Pierre, dis-moi. Une remarque... Je vais essayer de ramener un petit peu ma science, très faible. Dans les mythologies païennes, grecques et égyptiennes, il y a une cause première. Par exemple, dans la mythologie grecque, il y a une cause première à l'origine des autres dieux, c'est Chaos.
Et dans la mythologie égyptienne, il y a aussi une sorte de dieu à l'origine de tous les autres dieux. Je sais pas c'est quoi le nom, mais en fait c'est une espèce de lac d'où toute l'essence est issue en fait. Je me rappelle plus le nom. Ouais, bah, l'air de rien, tu confirmes un propos que j'avais tenu, c'est exactement ça. Voilà, mais... Au-delà du polythéisme, ils avaient quand même conscience d'une unité un petit peu là. Oui, voilà. Pardonna, ouais, c'est vrai. Voilà. Ça a préparé le message chrétien parce qu'ils ont fini par ne plus croire en cette multiplicité. Quoi. Ne serait-ce qu'avec la théogonie. On s'arrête là, messieurs et mesdemoiselles. Bon, ben on va se... Je n'ai pas les lieux pour l'éternité, donc on va décaler les chaises et pas tarder à sortir. Pour 1000 ans, oui. Salut mon cher. Ah bah, la gare de Lyon a brûlé, oui, j'ai vu l'information. Ah non, mais la gare de Lyon a brûlé, alors juste avant. Tout Paris bloqué, tout Paris. Ça semble bien, Pierre. On voit pas ta tête. Je mets le... Ouais, juste la cravate. Ça fait un peu... ouais. Anonymous. J'assume pas mes propos. C'était quoi le sujet déjà Adolf Hitler et les Juifs. Toujours, quoi. Tous les chemins y mènent. Pour 1000 ans. C'est un livre de De Grelle, ça. C'est pas Hitler, c'est Orange. Tu regardes RMC régulièrement des reportages sur Hitler. C'est leur homme, ouais. C'est leur homme.